Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense bonheur que je reprends les commandes. Vous le savez, ici, on passe le relais et chaque retour est un vrai moment de retrouvailles avec vous. Allez, on y est avec la même énergie, la même envie, la même fougue pour décrypter l'actualité, donner la parole et accompagner, bien sûr, vous accompagner dès les premières heures de la journée. Pour le compte de ce lundi, dans l'arène politique, le débat s'enflamme autour d'un parrainage contesté. Le député Michel Sodinou du Parti Les Démocrates a choisi de retirer son soutien au duo désigné par son propre parti pour la présidentielle d'avril 2026. Un geste fort qui secoue la scène politique et soulève un bras de fer juridico-constitutionnel que la Cour tranche ce jour même. On vous explique tout. Et si la clé de notre bien-être se cachait dans un organe souvent oublié? Ce matin, notre chronique santé lève le voile sur l'hydrothérapie du côlon, une méthode naturelle qui intrigue autant qu'elle séduit. Heureuse Danandé nous dira de quoi il s'agit et surtout si elle l'a déjà essayé. À la une aussi ce lundi, ce spectacle de Grace Agnella qu'il ne faut pas manquer. Grace Agnella, c'est un nom bien connu dans le paysage culturel béninois. Elle a conquis le public sur scène comme à l'écran avec un humour fin, parfois piquant, toujours vrai, et aujourd'hui, elle s'apprête à relever un nouveau défi, faire vibrer la scène seule face au public dans un one-woman show qui promet d'être à la fois drôle et authentique. Ce matin, nous aurons la grâce d'avoir Grace avec nous sur ce plateau. Enfin, place à la culture vivante, tambour battant, ils font danser les frontières et vibrer les cœurs. Les pépitards, une centaine de jeunes venus d'Adiara, ambassadeurs du patrimoine béninois, ont enchaîné une fois encore une tournée mondiale et posent leurs valises sur notre plateau. Amandine Aliambossou nous parle de ce Bénin mouvement à l'international avec de jeunes tambourinaires. Restez avec nous pour tout savoir. Génial Afoula, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Très bien. Mais ça fait plaisir de vous retrouver. C'est vrai que vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué beaucoup aussi, génial. Et c'est avec un pur bonheur que je reprends les commandes en votre compagnie pour une semaine d'émission que j'espère bien animée, n'est-ce pas? On se le souhaite. Et ce matin déjà, vous êtes avec nous pour le premier grand format de l'actualité sur Bénin TV, le 7h, le bulletin d'information tout de suite. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Vous le savez, c'est toujours un plaisir par ici. Allez, c'est parti. Tambour, klaxons, chants et couleurs. Fidjosé s'est transformé en théâtre politique ce week-end. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a présenté son duo candidat dans une cérémonie où ferveur populaire et engagement partisan ont fait corps. Le film de cette cérémonie de présentation avec Hilaire Kodjou et Benjamin Denayon. Une ambiance inhabituelle s'installe dans cette rue de Fidjosé. Un groupe folklorique donne le ton. Plus qu'un spectacle, c'est une annonce. Un cortège s'ébranle quelques instants après. À sa tête, le duo candidat du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Il entre dans une salle pleine comme un œuf où s'impatientent des militants venus des 24 circonscriptions électorales. Je pense qu'après tant de sacrifices, qu'après tant de labeur, nous sommes tous prêts pour le combat. Nous vous présentons à l'instant même et nous vous reconnaissons comme le duo de la candidature de la Force Cori pour un Bénin émergent pour les élections présidentielles à venir en avril 2026. Le geste est symbolique, le moment solennel. Le candidat et son colistier sont désormais les deux visages du parti pour les échéances à venir. Nous mesurons pleinement la portée historique de ce moment. L'expérience de l'opposition nous a rendus plus lucides et plus forts. Notre ambition est claire, servir le peuple béninois. Le parti FCBE rêve d'un pays équitable, émergent et rassemblé. Pour les militants, ce duo est le bon choix. Pour le parti, l'heure est venue.
Sans doute des révélations qui créent à nouveau la surprise dans l'arène politique à quelques heures du verdict de la Cour constitutionnelle sur la participation ou non du Parti Les Démocrates à la présidentielle. Eh bien, le député contestataire Michel Sodjinou brise le silence. Pourquoi sa rétractation pour cette situation délicate de son parti? Voici sa version des faits. À la date du 2 septembre dernier, alors qu'il n'y avait aucun consensus et aucun débat ouvert sur la désignation du candidat au sein du parti, ma fiche de parrainage a été remplie au nom de Maître Renaud Agbojo. Comprenez-vous la gravité de cet acte, mes chers compatriotes? Sans mon avis, sans mon consentement, on a rempli la fiche. Cela confirme que la direction du parti avait tout planifié pour que Maître Agbojo soit in fine désigné, justifiant a posteriori une démarche frauduleuse. Plus grave encore, non seulement ce parrainage n'est plus valide, mais il a été purement et simplement falsifié à dessein. Je le dis publiquement. Aujourd'hui, tous les éléments sont réunis et me fonderaient légitimement à déposer plainte pour falsification de documents. Faux et usage de faux contre les prétendus bénéficiaires, c'est-à-dire M. Agbojo et M. Lodjou, ainsi que contre le président du parti lui-même. Néanmoins, je ferai preuve de retenue et d'indulgence cette fois-ci. J'estime que le Parti Les Démocrates a déjà suffisamment de problèmes pour lui en rajouter celui de l'exposition devant l'opinion nationale et les tribunaux. Contrairement à ce qui est propagé, mes chers compatriotes, lorsque j'ai retiré ma fiche de parrainage, j'ai clairement indiqué par écrit au président du parti que je restais ouvert au dialogue. Le président Boni Yahi, avec qui je me suis entretenu par personne interposée, entre le retrait de ma nouvelle fiche de parrainage et l'expiration du délai de dépôt des dossiers, savait pertinemment que j'étais disposé à remettre cette fiche de parrainage, pourvu qu'une solution de consensus respectueuse des règles internes et du bon sens soit trouvée. Pourtant, face à l'ultimatum, il a préféré sacrifier le parti et sa participation aux élections sur l'autel de ses ambitions en maintenant l'imposition de Maître Renaud Agbojo. C'est triste pour notre formation politique. Je suis en colère. Profondément en colère. Je pense qu'il est temps de tourner la page. Il est temps de faire la politique autrement, avec transparence, respect du mérite et une véritable orientation vers le service du peuple et de notre pays. L'avenir du Bénin mérite mieux. Et dans cette déclaration, le député Michel François Sodjinou ne manque pas de réagir aux accusations d'une instrumentalisation du pouvoir en place. Vous allez le voir sur la question « L'homme reste droit dans ses bottes ». Je n'ai jamais rencontré Patrice Talon si ce n'est dans les manifestations officielles. Attribuer ma démarche à une quelconque connivence relève de l'absurdité la plus totale. Cette attitude n'est que le déni de nos responsables qui refusent une fois encore de se regarder dans le miroir pour apercevoir leurs égarements et leurs propres fautes. Aujourd'hui, on nous impose finalement mon frère Renaud Agbojo. Je n'ai rien contre lui, avec pour seul critère qu'il est de Savert et neveu de Boni Yahi. Aucun critère objectif de mérite ou de consultation réelle ne justifie ce choix si ce n'est le simulacre de commission aux ordres. Je ne fais que dire à haute voix ce que la majorité des députés, les démocrates, pensent dans le secret de leurs réflexions sur la gestion du parti. Celui d'entre nous qui était pressenti pour porter les couleurs du parti. C'est pathétique. Avec le recul et l'évidence de ces manœuvres, tout ceci me conforte dans ma position. Je suis davantage convaincu, et j'en rends grâce à Dieu, d'avoir fait le choix juste en n'accordant pas mon parrainage à Maître Renaud Agbojo. Lui qui sait que plusieurs cadres du parti, y compris notre aîné Saka Fikara, se sont rendus à mon domicile pour me rencontrer. Sans compter que d'autres, y compris lui-même,
sont constamment restés en contact avec moi par téléphone ces derniers jours. Ce bulletin se poursuit. Le Bénin donne le top départ de la campagne de commercialisation du coton 2025-2026. C'est à Ndali, dans le Borgou, que les acteurs se sont retrouvés pour célébrer la continuité et la performance d'une filière en pleine croissance. Le Bénin poursuit son essor dans la filière cotonnière. À Ndali, le coton demeure une source essentielle de revenus pour les producteurs, moteur du développement local. Le département du Borgou est le deuxième producteur de coton au plan national et contribue de façon substantielle aux bonnes performances suscitant l'admiration de notre pays dans la sous-région. Je voudrais, chers membres du gouvernement, vous remercier et renouveler par la même occasion l'engagement des agriculteurs à toujours continuer d'apporter leur contribution afin d'accroître davantage la performance de la filière coton. 2 mots résument cette cérémonie de lancement, continuité et performance. Pour faciliter les opérations de récolte et vous permettre de bien conduire les opérations de commercialisation, l'interprofession vous accorde un montant global de 3 938 millions de francs, donc 3 498 000 francs CFA au titre d'avance sur les fonds coton et une avance de 440 millions de francs sur les frais de marché. Malgré les défis climatiques, les acteurs de la filière maintiennent le cap et relèvent de nouveaux défis. Je voudrais rendre un hommage mérité aux acteurs directs de la filière symbolisée par l'AIC. Il va de soi qu'on ne saurait négliger l'environnement de production particulièrement favorable mis en place par le gouvernement du président Patrice Talon et qui se traduit par la subvention accordée aux engrais et les efforts de recherche entrepris ces dernières années et qui sont aujourd'hui portés par l'Institut de recherche coton IRC. Prix du coton graine conventionnel premier choix, 300 francs CFA par kilogramme. Prix du coton graine conventionnel deuxième choix, 250 francs CFA par kilogramme. Prix du coton graine biologique premier choix, 360 francs par kilogramme. Prix du coton graine biologique deuxième choix, 310 francs par kilogramme. Cette approbation traduit la volonté des pouvoirs publics d'offrir aux producteurs une visibilité économique et une juste rémunération de leurs efforts. Nous espérons un plus fort résultat, un peu moins de 700 000 tonnes de coton au titre de cette campagne. Pour cette nouvelle campagne, la ministre du Commerce a rassuré les acteurs du secteur. L'équité et la transparence seront de mise, grâce notamment à l'utilisation d'instruments de mesure certifiés. La société béninoise de sidérurgie SBS s'allie à la SAB, une entreprise de renommée mondiale dans la production à haute résistance des produits d'acier. C'est à travers la signature d'un partenariat faisant désormais de la SBS le représentant officiel de la SAB au Bénin et au Togo. Ariane Da Silva. À Ekpe, dans la commune de Semekpoji, département de l'Ouémé, une entreprise s'impose dans le domaine de la sidérurgie depuis 2018. Ici, à la Société béninoise de sidérurgie, le fer et l'acier sont transformés au quotidien. Désormais, la société s'ouvre à d'autres horizons. Elle devient la représentante officielle de la SSAB au Bénin et au Togo dans la commercialisation des produits de la marque Ardos. La SSAB est une entreprise de renommée mondiale dans la production à haute résistance des produits d'acier et connexes. Le but de ce partenariat aujourd'hui, c'est de développer le produit Ardox Strength et Duroxide dans les pays Bénin et Togo, et en même temps d'être des partenaires fiables pour trouver des solutions techniques et pour revendre la tôle Ardox transformée ou bien des tôles planes à nos clients ici et pour faire les fabrications des produits finis 100% béninois ici au Bénin et trouver des solutions pour les clients pour éviter les arrêts dans leur production en termes de BTP, en termes de carrière, en termes de cimenterie. Pour la SSAB, la Société béninoise de sidérurgie est un partenaire privilégié pour son expertise dans le secteur du fer et de l'acier. Nous, en général, dans notre réseau de développement de partenaires, nous misons sur le savoir-faire. Et SBS, aujourd'hui,
est un très bon partenaire. On a été vraiment satisfait de SBS en termes d'infrastructures pour travailler nos produits. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Dans notre activité au quotidien, nous utilisons des engins. À l'utilisation, il y a de l'usure. Périodiquement, nous sommes obligés de faire des remplacements. La disponibilité sur place de ce qu'il faut pour faire cette maintenance nous réduit les délais d'attente. Ça permet de livrer un peu plus de ciment, de rendre disponible le ciment sur le territoire national pour la population. À travers ce partenariat, la Société béninoise de sidérurgie veut aussi garantir la qualité de ses aciers et surtout s'engager dans la construction d'un écosystème durable. Promouvoir le consommant local, c'est aussi redécouvrir les saveurs authentiques de nos terroirs. Et parmi elles, justement, la bouillie à base de mil dans un coin de Parakou. La fraîcheur et le goût de cette bouillie racontent l'histoire d'une dame courageuse qu'on vous fait découvrir dans ce reportage. Quand le soleil monte au zénith, un point de ralliement attire les passants à Parakou. Sous cet abri modeste, une femme sert une bouillie glacée, douce et rafraîchissante. La célèbre foura, préparée à base de petits mil. Chaque matin, elle prépare tout chez elle avec soin. Elle moule le millet, fait cuire sa pâte, la transforme avec énergie avant de venir s'installer au même endroit depuis des années. Si c'est cuit, il pile ça, comme il y a pilé. Sa recette, elle l'a perfectionnée au fil du temps en s'adaptant aux réalités du quotidien. Ce qui est bon dans le fourra, c'est le fourra avec lait du vache. Mais comme il n'y a pas lait du vache tous les jours, c'est à cause de ça on paye lait en poudre. Une solution simple qui permet à Moussilimat de continuer à offrir à sa communauté un peu de douceur et de fraîcheur à travers cette bouillie tant prisée. Actuellement, c'est 1 heure de travail, mais j'ai vraiment voulu prendre ça avant d'aller au boulot. Quand je ne trouve pas le fourrage, je ne suis pas bien dans ma peau. Ça me fait du bien, quoi. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Le petit mil là, c'est ça qui me fait attirer, avec son odeur, c'est ça qui me fait attirer. Entre ses mains, le petit mil devient une nourriture à la fois traditionnelle et moderne. Moussilimat incarne toutes ces millions de femmes rurales qui chaque jour et dans le silence des foyers cultivent, préparent et partagent une bonne nourriture pour toutes et tous. Distribution de médicaments, consultations et traitements gratuits au profit des populations vulnérables de certaines communes du Bénin. Banikwara clôture l'acte social et humanitaire édition 2025 des Forces armées béninoises. Le partenariat de cette bonne collaboration entre forces de défense et de sécurité et population se retrouve ainsi renforcé aussi dans cette localité grâce à ces actions. Kolaole Boniface Biao. Elle découvre le côté social des forces armées béninoises. Les populations du village de Arbonga et environ dans la commune de Banikwara comprennent désormais que les forces de défense et de sécurité, loin d'être des personnes contre leurs intérêts, sont plutôt à leur service. Moi, je n'attendais pas à ce que j'ai vu ici. Ils ont bien traité mon enfant, mais j'encourage de continuer comme ça encore. J'ai amené ma fille pour la tour et elle a été traitée gratuitement sans aucun fonds. Ce geste est vraiment louable. Je suis contente. Avant Banikwara, les communes de Kalalé et de Malanville étaient sous le charme des forces armées béninoises. La direction de la participation de l'armée aux tâches de développement et d'intérêt public se réjouit pour avoir atteint les objectifs de cette tournée d'action humanitaire. Les populations sont sorties massivement. Et en l'occurrence, celle de la commune de Kalalé, parce que quand nous étions partis à Kalalé, c'est 10 jours après l'attaque du centre de santé. Et malgré cet incident, la population est sortie massivement pour recevoir cette consultation. Cela montre que la confiance est en train de naître. Les forces de défense et de sécurité comptent désormais sur les populations pour une meilleure collaboration. Ce que je vais demander à la population, c'est à travers cette sortie massive qu'elles ont manifestée,
de continuer comme ça à aller vers les forces de défense de sécurité pour échanger avec elles. La vraie sécurité demeure pour l'armée une affaire de chaque individu qui reste attentif, vigilant et qui dénonce tout acte suspect aux spécialistes de la sécurité pour une bonne protection de tous. 8e édition de la foire semencière agroécologique et de restauration des mets locaux en voie de disparition. L'événement qui a lieu à Aplahoué dans le Koufo porte sur le thème « Pour une souveraineté alimentaire avérée, promouvoir l'agroécologie ». Évariste Zomahon et Samira Tchabimani. Les semences paysannes sont présentées et échangées entre forêts et populations. Sauvegarder nos semences paysannes et redécouvrir la richesse de nos mets locaux, c'est préserver notre identité et assurer un développement économique durable pour notre chère commune Aplahoué. La deuxième activité de cette foire reste la restauration des mets locaux en voie de disparition, puis enfin les communications importantes pour l'adoption de bonnes pratiques culturelles. Ici, au niveau de notre ferme Cévade, nous faisons les semences améliorantes. Les semences des plantes fertilitaires. Tout ce que vous voyez, ce sont des semences que nous utilisons pour fertiliser naturellement et formidablement nos sols. Notre aliment, notre médicament. Si ce que nous mangeons est notre médicament, devons alors nous préoccuper de comment nous produisons. Comment nous produisons à partir de nos semences. Comment nous produisons pour que l'alimentation et la nutrition reçoivent vraiment l'attention requise. Des partenaires tels que Enabel, Delta Mono, Eco-Bénin et plusieurs autres soucieux de l'autonomie alimentaire du Bénin face aux défis climatiques soutiennent cette foire. Voilà, ce sera tout pour le bulletin de ce lundi. On se retrouve demain normalement. Merci, génial. Ce sera avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur qu'on vous accueillera ici demain pour nous servir le petit déjeuner informatif. D'ici là, on souhaite bonne journée. On se retrouve tout à l'heure dans les couloirs de la rédaction. Voilà. Vous me promettez un petit déj? D'accord. D'accord. Devant Très le monde bien. entier. Devant témoin. Oui. Si je ne le fais pas demain, eh dites-le. N'est-ce pas? Je reviendrai en plateau dire que Génial ne m'a pas offert de petit déj. Je sais qui va le faire en plus. D'accord. Allez, bonne journée de travail à vous et bonne semaine à vous, Génial Afouda, aussi avocat. Tout de suite et maintenant, premier ou deuxième arrêt sur cette émission, c'est bien Instant Politique. On évoque l'actualité. Il n'est pas d'accord avec le duo candidat choisi par son parti politique pour la prochaine présidentielle d'avril 2026. Alors, il a décidé de ne pas lui accorder son parrainage. Une fiche que lui-même avait initialement transmise au parti avant la désignation du duo candidat. Le député Michel Sodinou du parti Les Démocrates occupe l'actualité avec cette affaire d'invalidation de parrainage. Le dossier est porté à la Cour constitutionnelle qui tranche le litige ce jour même. Le juge des référés avait déjà rendu une ordonnance dans l'affaire, mais beaucoup contestent sa compétence en la matière. Le débat juridico-politique est ouvert. Pendant ce temps, le duo candidat du parti FCBE a été investi hier dimanche. On revient sur tout ceci avec mon invité du jour. Il a nom Gracien Makoko. Il est juriste, analyste politique, écrivain, auteur du livre La Criette en 5 ans. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eman. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Bonjour le Bénin pour décortiquer ces différentes actualités, et j'allais dire. Vous avez suivi hier la sortie, contre toute attente, de Michel Sodinou, le député donc, du parti Les Démocrates, qui occupe donc fortement l'actualité ces dernières semaines ou ces derniers jours, si vous voulez. Est-ce que c'était une sortie que vous avez vu venir? Bon, il faut savoir, vous savez, le monsieur en question, l'honorable, est un acteur politique. Et quand on parle d'acteur politique, il s'agit de quelqu'un qui sait jouer sur la scène politique et, comme l'a rappelé un penseur, l'échiquier sur lequel l'on
mais mieux en scène, c'est bien entendu l'arène politique. Donc, pour avoir été député, pour avoir été sur le terrain politique, c'est qu'il maîtrise vraiment les rouages et la manière dont il faut se prendre pour justifier ses positions, quand parler, quoi dire. Vraiment, c'est quelqu'un quand même qui a toute cette maîtrise-là. Donc, c'est vrai, on n'a pas vu cette sortie venir à titre personnel, mais on constate quand même que ça vient corser, ça vient renforcer sa position. Il a eu une position au départ, il fait une nouvelle sortie pour montrer à l'opinion publique et pourquoi pas à l'endroit de la population que, contrairement à ce qui est avancé, le fait qu'il soit vraiment pistonné par le pouvoir en place, que c'est plutôt de plein gré qu'il a décidé de ne pas parrainer le duo présidentiel du Parti Les Démocrates. Maintenant, il va être question pour chacun de se faire une opinion. Ça dépend de qui écoute. Est-ce que, en tant que citoyen béninois, nous sommes preneurs de cette thèse, de cette argumentation? La réponse appartient à chacun de nous. Et surtout, pouter dehors, on va dire, à toutes les allégations qui concernent une fuite qui avait circulé dans l'opinion aussi. On disait qu'il est porté disparu, qu'il est introuvable. Il a botté tout ça en touche. Oui, vous savez, le droit définit le disparu comme quelqu'un dont on n'a plus la nouvelle il y a un moment. Et aujourd'hui, personne, en tout cas de manière officielle, n'a rapporté la preuve qu'il a rencontré le monsieur en ville, à la Sénat ou à un autre endroit. Maintenant, lui-même en personne... Il dit qu'il est allé lui-même retirer tout à fait. Lui-même en personne vient préciser qu'il était parti retirer son formulaire nominatif de parrainage. Là, on se retrouve en présence de positions divergentes. D'une part, ceux qui pensent qu'il est resté introuvable et lui-même, d'accord, sa thèse qui soutient bien entendu qu'il est bel et bien présent, il sait là où il est. Et là, c'est que vraiment... Il dit qu'il va librement à ses occupations. Tout à fait. Donc, la population, quand même, a eu droit à ces propos divergents. D'accord, là où se situe la vérité, seul Dieu le sait. D'accord. Alors justement, avec cette sortie médiatique, on est davantage situé sur la position de Michel Chodinou qui n'est pas d'accord, on peut le dire officiellement maintenant, avec le duo candidat choisi par son parti politique. C'est bien entendu cela. Si la vidéo que nous avons suivie n'a pas été générée par l'IA parce que nous sommes à une étape. C'est bien possible. Au-delà du Bénin, vous avez constaté avec moi au Togo, il y a eu des sorties dans le cadre des élections passées, les élections présidentielles notamment. On a vu quand même une autorité politique togolaise, d'accord, dans une vidéo qui était en train de prononcer des discours anti-forts. Et après, il s'est avéré que tout cela était quand même généré par l'IA. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais compte tenu du contexte technologique de tout dans le monde aujourd'hui, on a le droit, d'accord, d'avoir un certain recul face à ce qui est présenté sur la toile, à ce qui est présenté désormais. Une vidéo générée par intelligence artificielle, il y a évidemment des méthodes scientifiques pour pouvoir détecter cela. Tout à fait. Là, moi, je ne suis pas en train de soutenir que ce n'est pas réel. Ça peut être réel, ça peut être réel. Et de toutes les manières, c'est qu'à titre personnel, compte tenu d'un certain nombre de choses, le recul n'est pas déconseillé. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que si cette vidéo est effectivement, d'accord, et réelle, ça signifie simplement que évidemment, monsieur, vous pouvez vous rassurer que la vidéo est réelle, parce que ici sur Bénin TV, nous l'avons diffusée dans notre édition du journal, d'ailleurs tout à l'heure même dans le 7h. Et donc en amont, on a pris le soin évidemment de vérifier les contours de cette vidéo-là. Ah d'accord. Donc si au regard de vos compétences dans cette maison qui a quand même une service public peut faire foi, non? Très belle, oui, pourquoi pas. Et là, on peut déjà dire qu'on constate à travers son intervention qu'il est décidé à aller jusqu'au bout. Il est décidé à ne pas soutenir le duo présidentiel désigné par le Parti Les Démocrates. Cela, désormais, il n'y a plus de doute là-dessus. D'accord. On en vient maintenant à ce débat, on va dire,
dire, juridico-constitutionnel qui s'est installé depuis quelques jours. Beaucoup contestent au juge des référés sa compétence en termes de décision rendue dans l'affaire, puisque justement Michel Chaudinou avait estimé qu'il ne voudrait plus donner son parrainage au candidat choisi par son parti, les démocrates, alors que le parti était déjà détenteur d'une première fiche de parrainage. Finalement, il y a eu tout un imbroglio juridique autour de l'affaire. Le juge des référés a rendu sa décision. L'affaire est portée devant la Cour constitutionnelle qui doit trancher normalement ce matin. Vers les cours de 10 heures, a-t-on appris, donc de sources dignes de foi. Ce qui est sûr, dans la journée, la Cour constitutionnelle doit rendre une décision. Mais beaucoup contestent au juge des référés de ne pas être compétent en la matière. En tant que juriste, qu'est-ce que vous en dites? Oui, on ne le dira jamais assez, d'accord, puisque le droit, c'est un ensemble normatif qui est là, d'accord, et qui est lisible, traçable, qui est, lorsque on observe un peu les règles en la matière, d'accord, on se convainc très facilement que le juge des référés, dans l'espèce qui est bien entendu celle de ce contentieux-là, n'est pas fondé pour prendre la décision qu'il a prise. Et c'est ce que nous avions essayé de démontrer longuement, justement parce que lorsque vous observez une décision de la Cour constitutionnelle datant de février 2021 qui a été exposée, d'accord, pour justifier la compétence de ce juge-là dans la matière électorale, dans le contentieux électoral, et à ma foi, il semble qu'il s'agit là d'une interprétation un peu biaisé, je vais dire, entre griffes de la décision de la Cour constitutionnelle, parce que je vous donne un exemple. En 2021, il y a l'honorable Soui qui avait saisi la juridiction pour se plaindre du fait qu'au niveau de son formulaire nominatif de parrainage, il y aurait quand même des choses qui seraient traficotées au niveau de ce formulaire-là. Et le juge constitutionnel s'est dit, mais lui, il est compétent dans le contentieux électoral, mais la question que l'honorable était en train de soulever, d'accord, cette question-là va pouvoir être réglée par le juge judiciaire, à savoir la vérification de l'authenticité, d'accord, du formulaire de parrainage et pour dégager les éléments pertinents au plan répressif. Et c'est cette précision que les gens n'apportent pas, dégager les éléments au plan répressif, c'est-à-dire quoi? Que le juge constitutionnel, il est compétent dans le contentieux électoral, mais ce n'est pas parce qu'il est le seul compétent dans la matière que s'il y a un acte administratif, d'accord, dont on soupçonne un peu qu'on soupçonne d'être un acte, un faux document, donc un acte qui n'est pas délivré dans les conditions requises, alors on peut saisir le juge judiciaire et lorsque lui fait l'étude de l'authenticité, ça lui permet de décider ou bien de conclure si cet acte-là est un acte faux et là, il décide de punir ceux qui sont auteurs de ce faux et usage de faux en écriture publique. Cela signifie simplement, c'est la même chose. Lorsqu'on dit que bon, c'est le juge administratif qui est le patron du contentieux administratif dans notre pays, ça voudra dire que c'est le juge administratif qui prend les décisions liées aux actes administratifs, d'accord? Et là, ce n'est pas pour cela que lorsque quelqu'un va se faire délivrer un faux diplôme, d'accord, et qu'on va l'arrêter, le juge pénal, par exemple, ne va pas prendre une décision pour le punir. Donc, le fait que le juge administratif soit exclusivement compétent pour connaître des contentieux liés aux actes administratifs ne peut pas empêcher le juge pénal, d'accord, lorsque cet acte-là est obtenu frauduleusement, de punir celui qui est auteur de cette fraude-là. C'est la même chose dans le contentieux électoral et la Cour constitutionnelle veut simplement réserver aux juges répressifs, notamment, le droit quand même de punir si l'acte a été obtenu de manière frauduleuse. Et maintenant, c'est ça qui a été confondu, d'accord, à la compétence du juge judiciaire dans la matière contentieuse électorale. Est-ce que en l'état, on est déjà dans un contentieux électoral? Est-ce que ce n'est pas un contentieux civil? Non, pas du tout. Ce n'est pas un contentieux civil. Pourquoi? Si l'objectif du juge des référés était, d'accord, simplement de voir l'authenticité de l'acte, on va dire que c'est possible de le faire. Parce qu'à la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle que j'ai invoquée tout à l'heure, là, il est possible. Mais la question que le requérant a posée au juge des référés, c'est ça qui nous amène à dire que sa compétence n'est pas fondée. Pourquoi? Parce que le requérant avait demandé au juge des référés, d'accord, il s'est plaint du fait que
formulaire nominatif de parrainage a fait l'objet d'une rétention irrégulière par le président du Parti Les Démocrates. C'est bien entendu cela. Ça voudra dire que le document a été confisqué. Normalement, la réponse du juge devrait être, alors celui qui a confisqué le document, celui-là, on le somme, d'accord, de le rendre. Mais le juge ne s'est pas contenté de faire ça. Le juge est allé jusqu'à, d'accord, déclarer l'acte qui se trouve dans la main du président du Parti Les Démocrates un acte nul et non avenu. Ça, c'est déjà un outrepassement de compétences. Maintenant, lorsqu'on parle du contentieux électoral, il ne faudrait pas que nous assions nos regards uniquement sur les questions de contestation des résultats, puisque le contentieux électoral est trop vaste. C'est-à-dire que c'est tout litige soulevé dans le cadre des élections, notamment présidentielles et législatives, d'accord, ces litiges-là relèvent de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. C'est la lecture que nous avons par rapport à cela et qui amène beaucoup de juristes quand même à penser que ce juge-là n'est pas compétent pour agir comme il a fait. Évidemment, dans ce dossier, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs lectures parallèles qui s'affrontent, notamment ceux qui estiment que le juge, justement le juge des référés en la matière, est compétent pour connaître du dossier, et il y a ceux qui, comme vous aussi, estiment qu'il n'est pas compétent en la matière. De toutes les façons, la Cour constitutionnelle va trancher tout à l'heure. On sait que la décision ou les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. On s'imagine donc, évidemment, à la lumière encore de l'intervention de l'honorable Chaudinou hier, qu'on est visiblement dans un cas comme dans l'autre où manifestement le parrainage de l'honorable Chaudinou va lui être exclusivement réservé. Donc voilà. Bon, ça va dépendre de la question que les requérants ont posée à la Cour constitutionnelle. Parce qu'on sait que les démocrates ont bel et bien déposé leur dossier avec le parrainage querellé. Oui, bien entendu. Bon, ce que moi je peux dire par rapport à cette question pour évaluer un peu les chances de ce parti-là, c'est que ça va dépendre de la question qui a été posée au juge. Si par exemple, il a été demandé au juge, d'accord, de voir si M. Chaudinou, le requérant, est en droit, d'accord, de ne pas parrainer le duo choisi par le Parti Les Démocrates. Si la question est posée comme ça, d'accord, le juge sera obligé de se référer à une jurisprudence, une décision qu'il avait prise précédemment, en 2024. Parce que dans une décision, à l'occasion de l'examen du contrôle de constitutionnalité du code électoral qui a été voté en 2024, le juge constitutionnel avait mentionné clairement que celui qui détient l'acte de parrainage est un acte individuel, certes, mais parce que le détenteur du pouvoir de parrainer est militant d'un parti politique, sa liberté, d'accord, sa liberté de parrainer lui est réservée, certes, mais il ne peut, d'accord, user de cette liberté-là en conformité avec la vision et les valeurs de sa formation politique. Et lorsqu'on parle de liberté en droit, il faut savoir que cela présente deux aspects. C'est un peu comme les deux faces d'une même monnaie. La liberté de faire quelque chose, c'est aussi la liberté de ne pas faire quelque chose. Donc, au regard de cette décision de la Cour constitutionnelle, la Cour a dit clairement dans la décision DCC 24-04 que la possibilité pour le titulaire du pouvoir de parrainer, donc l'élu, de parrainer ou de ne pas parrainer, cette liberté de parrainer ou de ne pas parrainer se fait toujours conformément à quoi? À la vision et aux valeurs de sa formation politique. Ça voudra dire quoi? Il est possible pour un parrain de ne pas parrainer. Ça voudra dire quoi? Si dans une dynamique de discipline de groupe, le parti politique, les démocrates, ne veut pas avoir un candidat pour les présidentielles, d'accord? Ce parti a également le droit de dire « mes élus ne vont parrainer personne ». Ça, c'est une liberté négative, la liberté de ne pas parrainer. Maintenant, la décision de la Cour constitutionnelle de 2024 a mentionné clairement que l'élu qui est détenteur du parrainage, d'accord, il est libre de parrainer comme il est libre de ne pas parrainer. Mais la décision de parrainer, d'accord, et la décision de ne pas parrainer, cette décision-là, l'une ou l'autre, doit être prise forcément et conformément à la vision et aux valeurs de sa formation politique. Oui, mais ça voudra dire simplement quoi? Les tests donnent également la latitude à l'élu
de parrainer ou non, sauf qu'il ne peut parrainer que le candidat de son parti. C'est ce que disent les textes. C'est bien entendu cela. Ne peut parrainer que le candidat de son parti. Donc, si peut-être il n'est pas en accord avec le choix porté par sa formation politique, il peut se retenir de parrainer. Non, en réalité, la question qu'il faut se poser, d'accord, est de savoir si au regard du code électoral et au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il est permis à un parrain de ne pas, d'accord, parrainer ou bien de prendre individuellement, d'accord, la décision de parrainer ou de ne pas parrainer sans être en accord avec la vision et les valeurs de son parti politique. Le code électoral. En réalité, c'est ça la question. En l'espèce, le code électoral, je pense, est totalement clair sur la question du parrainage. Le parrainage, il est individuel et nul ne peut parrainer que le candidat de son parti politique. C'est ce que dit le code électoral. C'est ce que dit le code électoral. Maintenant... Alors, est-ce qu'on peut convoquer en la matière encore une jurisprudence de la Cour constitutionnelle? Tout à fait. Mais vous savez, la décision prise par la Cour constitutionnelle, d'accord, le principe dégagé par le juge constitutionnel, c'est un principe à valeur constitutionnelle. On peut dire que c'est un principe qui est même au-delà même du cadre légal du code électoral. Ce que j'essaie quand même d'expliquer est simple. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que le parrain, d'accord, l'acte nominatif de parrainage est un acte individuel. Et la Cour l'a reconnu, il s'agit bel et bien d'un acte individuel, d'accord, qui donne à l'élu la liberté de parrainer ou la liberté de ne pas parrainer. Mais la décision que j'invoque ici, qui est la DCC 24-040, dans cette décision, la Cour constitutionnelle a mentionné clairement que la liberté de parrainer ou la liberté de ne pas parrainer de l'élu, d'accord, doit être exercée, cette liberté doit être exercée, il doit jouir de cette liberté-là, simplement, d'accord, selon la vision et les valeurs de son parti politique. Ça voudra dire quoi? Même si M. Sodjinou, bien entendu, ne veut parrainer aucun candidat, ça devrait pouvoir être conformément à la vision et aux valeurs du parti Les Démocrates. C'est ce que cette décision-là est en train de dire. Maintenant, on va attendre, puisque la Cour constitutionnelle a établi la jurisprudence que je viens d'invoquer, mais le juge a la possibilité de faire un revirement de jurisprudentiel. Peut-être que ça va être dommage pour le parti Les Démocrates et son duo, mais en l'état actuel du droit positif béninois, on retient quand même que le parrain a la liberté de parrainer, il a aussi la liberté de ne pas parrainer, mais conformément ou en référence à cette décision de la Cour constitutionnelle que je viens d'invoquer, cette liberté de parrainer ou de ne pas parrainer doit être exercée conformément à la vision et aux valeurs du parti politique auquel il appartient. C'est ce que la Cour constitutionnelle a dit en 2020. Très bien. Alors, on va surveiller tout ceci de très près pour voir la décision qui sera rendue tout à l'heure par la Cour constitutionnelle. On va au besoin revenir ici sur ce même plateau pour commenter cette décision de la Cour constitutionnelle et voir les implications que cela pourrait avoir sur la suite du processus électoral qui est en cours. On sait qu'il y a officiellement 3 partis qui ont déposé, ou 3 candidats, ou 3 duos de candidats qui sont en liste, notamment le duo du parti au pouvoir, le duo de la majorité, notamment Wadani Talata, le duo du parti Foskori pour un Bénin émergent, notamment Paul Rompé et Judical Roch Ouanou, et le duo du parti Les Démocrates, notamment Maître Abodio et Jude Lediou, ce duo qui est encore, on va dire, en suspens, dans l'attente d'une décision de la Cour constitutionnelle pour voir si, évidemment, ces parrainages seront acceptés, notamment le parrainage querellé de l'honorable Michel Sodjinou. Allez, on en vient à présent au duo de candidats du parti Foskori pour un Bénin émergent, notamment Paul Rompé et Judical Roch Ouanou. Le duo a été investi hier dans la salle du Majestic à Fige-Rousset. Allez, c'est en rebelote encore, hein. Après 2021, Paul Rompé est encore en lice. Vraiment, Monsieur Paul Rompé est devenu un acteur politique important parce qu'il a été chaque fois au rendez-vous décisif de l'histoire récente de notre pays, notamment depuis l'avènement du régime de la rupture. Et en 2021, on l'a vu, d'accord, on l'a vu, et d'après une certaine opinion, est venu sauver la démocratie entre griffes. Maintenant, aujourd'hui, à quoi on va s'attendre si jamais le parti, les démocrates, n'arrive pas à être dans la course, d'accord?
Et là, ça va dépendre de la décision de la Cour constitutionnelle notamment. Mais si ce parti n'arrive pas à être dans la course, ça va être comme en 2021. On aura un candidat de la majorité présidentielle qui aura en face de lui le candidat désigné par les FCBE, qui n'a pas pu, d'accord, ou qui ne pourra compétir sans cette même majorité présidentielle avec qui, d'accord, ce parti a eu un accord de gouvernance. Maintenant, est-ce que nous allons tirer la conclusion qu'il s'agit de la vraie majorité présidentielle contre la fausse majorité présidentielle dans l'hypothèse d'une absence du Parti Les Démocrates dans la course présidentielle? La question peut se poser parce que lorsque vous faites un accord de gouvernance, c'est pour dire qu'après, quand quelqu'un gagne les élections, on essaiera de gouverner ensemble. Et dans un tel contexte, est-ce qu'on peut être fondé pour dire que ces deux partis politiques, la FCBE et les partis de la mouvance présidentielle, d'accord, sont des partis qui vont s'affronter sur le terrain politique parce que ces différentes formations ont un accord de gouvernance. Maintenant, l'accord de gouvernance, cela symbolise ou cela suppose évidemment que le parti avec lequel ou les partis avec lesquels vous avez signé des accords de gouvernance auront un droit de regard dans votre gestion. Tout à fait. Donc c'est un peu comme si ce sont des formations politiques qui ont décidé de faire chemin ensemble après les élections de 2026. Maintenant, de toutes les façons, nous sommes dans les hypothèses. Nous sommes dans les hypothèses. Ce qu'on peut noter est que FCBE est bel et bien, d'accord, et bel et bien présent dans la course pour avoir rempli toutes les conditions, d'accord, les conditions requises par la loi. Et on attendra de voir quelle va être la conclusion de l'autre côté de la Cour constitutionnelle pour avoir réellement une idée des duos qui vont entrer dans la compétition électorale de 2026. Gracien Makoko, merci beaucoup. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin pour nous apporter votre lecture de la situation actuelle du Parti Les Démocrates et surtout de cette décision attendue de la Cour constitutionnelle pour situer l'opinion, notamment sur, évidemment, le parrainage querellé de Michel Soudinou, qu'on a pu écouter tout à l'heure dans le bulletin d'information. Vous passez une excellente journée. Merci. On vous retrouve sans doute bientôt ici sur le plateau de Bonjour le Bénin, pourquoi pas, pour commenter au besoin cette décision de la Cour constitutionnelle qui sera rendue courant de cette journée. Allez, à très bientôt, Gracien. Tout de suite, et maintenant, on va fermer la page politique et parler santé. Santé, ce sera avec Heureuse Danandé. On retrouve à la suite d'autres chroniqueurs ici sur la matinale Bonjour le Bénin, Amandine Aliambossou, Patrick Diossou, tous seront avec nous. Le plateau donc qui change de configuration avec Heureuse Danandé qui est avec nous. Heureuse, bonjour. Bonjour Herman, comment vous portez-vous? Je me porte comme un charme et vous? Ça va, on remercie l'Éternel. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Le plaisir, il est partagé. Une nouvelle semaine qui commence avec vous. Je crois que ça va bien se terminer. N'est-ce pas? À peine on a commencé la semaine que vous pensez déjà à la terminer. Ah non, mais franchement, il faut avoir une vue large des choses, en toutes circonstances. De quoi parlez-vous, une vue large? Ce dont on parle aujourd'hui n'a pas une vue forcément large, ça a une vue très étriquée. Pour ne pas dire c'est un couloir très étriqué, on va y revenir tout à l'heure. Pat, bonjour. Oui, bonjour Herman Rodi Kamega. Comment allez-vous? Très heureux. Vous avez aussi une vue large des choses? En plus, il est aux côtés de Heureuse, donc pourquoi ne sera-t-il pas heureux? Oui. Est-ce que vous avez aussi une vue large des choses? Oui, très large. En jugé par vos lunettes, c'est sûr. C'est clair. Amandine, bonjour. Herman Amegan, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va, le week-end ça a été? Bon, pas mal. On a essayé mais elle dira pas mal. Ça s'est très bien passé, assez mouvementé. Apparemment, vous savez quelque chose. Amandine Aniambosso, son week-end, c'est pas toujours très mouvementé là. Ah oui, apparemment, il y a quelque chose qui nous échappe. Elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas du tout sérieuse. Il y a quelque chose qui s'est passé sans nous, apparemment. Ce matin. Beaucoup, en tout cas. Elle en sait des choses, hein? Heureuse. Toujours heureuse. Oui, très heureuse. Allez, Heureuse, j'ai posé une question à l'entame de cette émission. Et si le bien-être commençait par l'intérieur? Alors, longtemps ignoré, parfois tabou, notre côlon joue pourtant un rôle essentiel dans notre santé globale. Fatigue chronique, ballonnement, interne. Aujourd'hui, dans votre chronique santé, on lève le voile sur une méthode douce,
naturelle, mais encore méconnue, l'hydrothérapie du côlon. De quoi il s'agit? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Nous allons découvrir cela après le reportage. Est-ce que personnellement vous l'avez essayé, Russe? Le massothérapeute, l'hydrothérapeute me l'a proposé. J'ai fait le programme, je ne l'ai pas encore essayé. D'accord. Je vais essayer ça. Donc, vous nous parlez ce matin de quelque chose que vous n'avez pas essayé. On a quand même eu un témoin, bien sûr. Quand on parle de... vous excuserez du peu le thème. Est-ce que c'est parce qu'elle a peur de le faire, qu'elle ne l'a pas fait depuis, ou bien je sais pas. Non, mais ça fait mal. Le spécialiste dira, même si ma morphologie me l'exige encore. C'est pas pour tout le monde, en fait. Tout le monde, visiblement. Le spécialiste mais vous savez le dira. que moi, personnellement, tout ce qui est, excusez du peu le thème, on va foutre quelque chose dans le fillon, je ne suis pas intéressé. Et Anna, mes gars, ça me rappelle. À la fin de la discussion, on va nous dire que vous et moi, on en a besoin. On est les premiers qui En tout cas, heureuse, on a un spécialiste sur ce plateau. Franchement, nous avons un spécialiste sur le plateau, mais je proposerai, avant d'en débattre plus amplement, qu'on suive ce reportage. Et je disais tantôt qu'on a eu un témoin, quelqu'un qui a pu bénéficier de cette thérapie-là, une nouvelle. Tout le monde parle d'hydrothérapie du côlon. On va découvrir ce que c'est concrètement et revenir pour en discuter. Très bien. Sur cette image, évidemment, un patient qui est allongé. Heureuse, vous pouvez nous commenter ce qui se passe là? Ah oui, ça c'est un patient qui vient d'être reçu par le spécialiste même que nous aurons sur ce plateau tout de suite là. Et là, c'est la technique de l'hydrothérapie même du côlon qui se déroule actuellement. Vous comprenez que c'est de l'eau. L'invité viendra encore préciser que c'est de l'eau naturelle, simple, qui est en cours là. Et ça passe par le rectum. D'accord. Ça fait sourire déjà. Moi, ça ne me fait pas sourire. Un peu comme l'endoscopie qui passe par la bouche. L'hydrothérapie du côlon, l'appareil passe par le rectum. Je crois qu'on va introduire en même temps le spécialiste, de peur de dire des bêtises. Exactement. Il va nous dire exactement de quoi il s'agit, parce que là, on est encore dans le flou. Dans le flou total, alors qu'il s'agit quand même d'un sujet assez délicat. Délicat. Heureuse, on est avec un spécialiste sur ce plateau. Oui, mon professeur. Bonjour les amis. Bonjour professeur. Je vais commencer par dire que ce n'est pas affaire de morphologie. D'accord. Là, donc heureuse aussi de faire une idée. Mais déjà, je vous présente Yason Vekounou, que beaucoup connaissent d'ailleurs, hydrothérapeute, massothérapeute. Tout à fait. Alors, on vous écoute. Alors, donc je disais que ce n'est pas affaire de morphologie. Tout le monde en a besoin. D'accord. Car c'est au sujet de la constipation. Ok. Quand on dit hydrothérapie côlon, c'est une solution de la constipation. Et quand on dit constipation, ce n'est pas l'indigestion. Il s'agit des selles rares et dures. Ok. On va s'en arrêter là. Voilà. C'est un suspense. On découvre le reportage. Enfin, le reportage qui se fait désirer. Bien sûr, et puis il est là. Les matières fécales et après ça va sortir par la grande canule pour aller dans la fosse directement. D'accord? De l'eau tiède introduite dans le côlon de Paul à l'aide d'un tuyau appelé sonde rectale placé au niveau du rectum. Le dispositif stimule les mouvements de son intestin et déclenche l'évacuation des selles. Pour supporter un peu, si l'envie d'aller à la selle est vraiment forte, d'accord. Seuls les thérapeutes formés exclusivement à la méthode peuvent pratiquer l'hydrothérapie du côlon. Quant au patient, il lui faut un relâchement total pour constater les signes annonciateurs de l'évacuation des selles. La pression, quand on envoie l'eau dans un premier temps, vous sentez l'eau qui est en train de rentrer dans votre dent. Petite sensation de gêne, ballonnement, léger mot de ventre, d'accord, ça. Pour quand l'eau râpe et ramollit les matières fécales, il y a cette sensation d'envie d'aller à la selle qui se produit. Seulement que vous ne poussez pas, vous êtes là tranquille, l'eau se charge de faire sortir par la vague. Paul a du mal
à se concentrer et se relâcher en présence des caméras. Mais après quelques minutes d'attente et de stimulation du spécialiste, le processus est déclenché et les matières fécales s'évacuent. C'est de l'eau, ce n'est pas un médicament que l'appareil utilise. C'est de l'eau que l'appareil envoie dans le côlon. L'appareil a à son bout 2 tuyaux. Un tuyau par lequel arrive l'eau simple, l'eau traitée, l'eau potable. Et lorsque ça ramollit les matières fécales, ça les fait décaper et les matières passent par le gros tuyau pour sortir. Et vous le voyez sur l'écran, vous voyez les matières sortir sur l'écran. L'hydrothérapie du côlon est une technique médicale indiquée lors d'une incontinence fécale ou d'une constipation chronique. À 72 ans, Paul Yerkwenou vit toujours malgré les prédictions de son chirurgien. Il ne rate pas les séances de nettoyage de son gros intestin et se porte de mieux en mieux. Le jour où on est arrivé, je me suis senti bien. Je me suis senti bien parce que ça m'a soulagé beaucoup. Et la vue aussi, ça corrige. Face à un côlon obstrué, encombré, le lit est facilement fait aux maladies non transmissibles. Allez, on voit donc on a pu voir davantage à quoi cela ressemble. Voilà. Et autant dire, on est désolé pour ceux qui sont à table, autant dire tout de suite pour le petit-déj que ça ne donne pas fondamentalement envie. Mais bon, c'est pour la santé. C'est pour la santé, on n'y peut rien. On vous invite juste à faire le programme, d'essayer cela si ce n'est pas encore fait. D'accord. Bien sûr. Lorsqu'on écoute monsieur Paul, l'ancien retraité, plus de 70 ans, il est quand même bien portant grâce à l'une de ces techniques-là, l'hydrothérapie du côlon. Alors, professeur... Oui, mais il n'y a pas à être frustré par ces images-là. C'est la réalité, en fait. Nous sommes tous constipés. Alors là, je dis bien tous. Tous constipés. Ouais. Même si vous allez à la selle 4 fois par jour, vous êtes constipé. Donc c'est à des degrés divers. Oui. Parce que quand nous mangeons, tout ce qui est là-bas là ne sort pas. Donc les restes s'accumulent. Et c'est directement vers les poches du côlon. Le côlon est constitué de tissus poreux, d'où sortent les toxines pour envahir tout le corps. Donc, à des degrés divers, comme elle a dit, à des degrés divers, nous sommes constipés. Vous vous imaginez maintenant ceux-là qui gardent les selles pendant des jours. Il y a des gens qui ne vont pas à la selle pendant une semaine, 10 jours. Alors que, normalement, entre 18h, 24h, 48h ou plus, le repas, vous devez sortir. Il faut aller au trône, il faut aller sur le trône. Sinon, mais à part le liquide, à part les éléments qui vont dans le sang, les solides, là, ça va. C'est où? Demandez-nous ça. C'est où? Ça reste à l'intérieur de mais j'ai toujours eu du mal heureuse avec les gens qui ont du mal à aller à la selle parce que je ne m'imagine pas 24 heures sans passer par le trône. Malheureusement, il y a certaines personnes cette sensation incroyable quand vous l'asseyez, que ça vous traverse. C'est un moment hors du temps. Oui. C'est le moment qui permet de réfléchir. Absolument. Ce n'est pas vrai. Bien sûr. C'est le moment que moi, je déteste le plus de ma vie, franchement. Ah oui? Oui, de telle manière que parfois... professeur, vous allez m'excuser, mais je repousse même. Ah non, c'est pas bon. Est-ce que vous êtes jamais demandé pourquoi dans les hôtels luxueux, il y a toujours un bel instrumental qui coule dans les toilettes? On l'appelle quand même le lieu d'aisance. C'est un lieu d'aisance. Vraiment, vraiment. C'est un lieu d'aisance. Mais pour moi, ce n'est vraiment pas le lieu d'aisance. L'autre dirait, je vais me mettre à l'aise. Voilà. Dès que ça sort, vous êtes à l'aise. Oui. Et les jeunes vous diront, je m'avais posé un classique. L'inconfort que cela produit quand ça ne sort pas, c'est terrible. Mais vous avez dit tantôt que tout le monde est constipé. Oui. Là, c'est une semaine que nous consacrons à la santé infantile et ça dit que même les enfants également sont concernés. Très bien. Les enfants sont mal nourris depuis là-bas. Mal nourris. Et déjà, entre 6 à 7 ans, ils sont malades. Et à 10 ans, ils sont vieux. Ils commencent à être vieux. Pas de vieux. Oui, ça là. À 10 ans. Je ne montre rien. Et puis, ceux-là qui disent que ça fait... Ils n'ont qu'à
faire des recherches, ils n'ont qu'à expérimenter. Hein, au lieu de juger à l'avance. Nous avons de fausses croyances sur cette affaire-là. Le colon, et puis ce n'est pas le colon, le colonisateur, non. Non, on parle de l'organe. Mais justement, l'organe, quand il est plein, le colon, il colonise tout le corps. Tout à fait. Les déchets. Sacré Patrick. Ils ne sortent pas là. Les toxiques colonisent. Voilà. Nous ne mourrons pas empoisonnement. Ça, c'est vrai. Auto-empoisonnement, je dirais. Auto-empoisonnement. Oui. De ce qui est là-bas et qui refuse de sortir. Ça rentre vous avez vu le schéma? Ça rentre dans les poches. Et vous avez même dit lors du tournage qu'il y a même des matières fécales qui datent... Des années. Au cours des opérations, par exemple, et là, pour ceux qui s'informent bien, un chirurgien a pu faire sortir quelque chose que l'intéressé se souvient avoir mangé il y a des années, quelque part. Et c'est resté là, dans le colon, passé, il n'a pas pu digérer ou bien... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est aller se cacher dans les poches. Tu comprends? Ok. Surtout quand vous avez envie d'aller à celle et que vous vous redonnez parce que bon, le temps n'est pas bon ou bien vous n'avez pas le temps, ça fait ça peut aller se loger dans ça. Et vous allez après, vous n'avez plus envie. C'est vrai. On est sûr que Heureuse a compris maintenant qu'il ne faut pas repousser. Alors, professeur, est-ce que l'hydrothérapie est une technique quand même facile, douce à vivre? Elle est très douce. Ah oui. Bien sûr. Elle est très douce. En dehors... Ça, c'est un peu comme celui qui non, bon, ça il vous, vend ça bien. La vendeuse, ça non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça vous détend. Au cours de l'opération, vous avez envie de dormir. J'imagine déjà, la sensation totalement désagréable. Oui, ça dure à peu près combien de temps? Oui. 1 heure au plus. 1 heure? 1 heure au plus. Avec la sonde là, à l'intérieur. Oui. À se balader dans votre... à serpenter. Vous voyez les choses sortir sur l'écran. Ouais. Et pendant là, vous maintenez la position allongée ou bien... Non, à un moment donné, vous allez sur le dos. Ok. Vous allez sur le dos. Il faut que les gens sortent de leur ignorance pour savoir que si on n'a pas le colon propre là, on n'est pas en bonne santé. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, professeur, est-ce que je me lève, par exemple aujourd'hui, je peux me lever, venir dire je vais faire de l'hydro il faut un avis médical? C'est après un malaise qu'il faut le faire? Non, en principe, oui. On peut le faire à n'importe quel moment. Moi, par exemple, je ne pensais pas pouvoir fermer 72 ans avec ce que j'étais. Vous vous souvenez, j'étais obèse, j'avais 118 kilos. Ouais. Wow. 118 kilos à 38 ans. Wow. Maintenant, ça me fait, et ce sont 12 ans passés, mais je ne prends plus de médicaments. Mais grâce à ça, à moins de bobo, j'écoute mon corps, donc et je me retrouve en même temps. Mais est-ce que cela a des effets secondaires? Aucun, puisqu'il n'y a pas de produit dans l'eau en question. Okay. C'est de l'eau simple. Mais le colon ne sera-t-il pas irrité? Non. Pas d'irritation du colon non plus. Sinon, comment expliquez-vous un cas qui a fait des jours, excusez-moi, je dis même 1 an, pour un cas que je ne veux pas de cas ici, 1 an de soins au lit, dans une clinique, sans se retrouver. Et qui, après avoir réussi à s'en débarrasser. Non, a sorti un peu pour une séance complète. Et quand je dis, ce n'est pas seulement l'hydrothérapie. Elle dit, je vais encore repartir à ce merdier là. Vous imaginez donc la joie qu'il a retrouvée juste en le débarrassant de ces matières. Le professeur, l'ancien retraité qu'on a eu également dans le reportage a dit qu'on lui a même dit maximum 6 mois. Il lui restait à peine 6 mois à vivre. Parce qu'il souffrait de quoi? Bon, des soucis de santé, et aujourd'hui, il a plus de 70 ans. Mais alors, professeur, et les enfants constipés, qui ont des ventres, les enfants ballonnés, peuvent également faire l'hydrothérapie du côlon? Les canules qu'on envoie sont de différentes tailles. D'accord. Bon, à défaut d'utiliser les grosses canules ou bien le système d'hydrothérapie du côlon, on peut utiliser les canules de lavement du côlon. Et quand on dit lavement du côlon, c'est les bocs. D'accord. Donc, sans la difficulté... Un peu comme ce que nos parents faisaient.
Justement, pourquoi les gens Les contestent la chose? bentois qu'on utilisait. Lorsqu'on nous faisait les toilettes, les enfants, les purgeoirs, voilà. lorsqu'on nous faisait les toilettes, en enfance là, on nous mettait sur les cuisses et avec de l'eau. Oui. Pourquoi? C'était pour évacuer, c'était pour libérer les trucs de l'enfant. Bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui, le truc revient de façon plus moderne et on s'inquiète, on dit, ah mais dedans, vous ne serez jamais en bonne santé si vous ne nettoyez pas le côlon. Ah. C'est la longévité, je vous jure. Ah oui, c'est la longévité lorsque vous nettoyez correctement le côlon. Patrick me souffle déjà à l'oreille. Est-ce que ça coûte cher? Mais on ne va pas y répondre ici. Non, bien sûr. On va y répondre après. Mais ça dit que ceux qui doutent encore. C'est une question que beaucoup se posent aussi. Oui, parce qu'ils sont intéressés. Ceux qui doutent encore là, je les invite à aller faire des fouilles avec le docteur Christian Talchela. Okay. Ou bien docteur Irons de la Fondation Soleil. Mais ils auront plein d'éléments sur le côlon. C'est là au moins un autre son de cloche sur notre santé. Mais est-ce qu'après une hydrothérapie du côlon ou des séances d'hydrothérapie du côlon, on doit adopter un style de vie, une alimentation, un type d'alimentation spécifique? Oui, en fait, nous demandons d'abord de faire la diète. D'accord. Parce que, en fait, nous mangeons trop. C'est vrai, nous mangeons trop. Oh! Et vous le dites à l'africaine en plus. L'homme meurt plus par excès de nourriture que par manque de nourriture. Oui. Ah, ça, il faut le savoir. Ah bon? Nous mangeons trop. Quand vous dites nous mangeons trop, qu'est-ce que vous mettez dedans? Ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il faut manger? Non, c'est pas qu'est-ce qu'il faut manger. Non, c'est la quantité. Nous mangeons et sans que l'organisme ait traité, on en voit encore. C'est pourquoi le jeûne est aussi une solution à cela. Ah oui. Vous mettez ainsi l'organisme en autophagie. Il se bouffe, c'est-à-dire il va faire le recyclage de ce qui était là-bas. Sinon, on mange le matin, ça n'a pas fini de traiter, on envoie à midi. À midi, on a dit de respecter les 3 repas de la journée. Voilà, erreur. Donc, ce n'est pas les 3 repas, c'est 2 repas au plus. C'est pas fait de 2 ou 3 ou quoi là. Voilà. Bon, c'est la quantité aussi. Et la manière. La qualité du ce que vous Sinon, on dit le matin, il faut manger comme un prince. À non, midi, manger comme un roi. À midi, un prince, et puis le soir, comme un esclave. Certains vous diront que c'est des conneries, tout ça. Les écoles sont différentes. Il y en a qui vous disent non, il faut manger vraiment le matin pour avoir la calorie pour la journée. Oui, parce que depuis le matin, on estime qu'on bouge beaucoup après. Et Heureuse, par exemple, oui. Il faut qu'elle mange pour avoir... Mais après, ça dit que je ne sais pas si je peux me lever et puis... Par exemple... Ça coule quand même, professeur. Moi, j'avais dit que tu n'as plus besoin de manger. Laissez-moi continuer. Mon frère, par exemple... Permettez-moi de bouffer le petit déjeuner de... Mon frère n'a pas besoin de manger le matin. Oui. Parce qu'il laissera ici l'organisme aller puiser dans les réserves. Mais je peux vous assurer que c'est rare de me voir manger le matin. Oui, mais... D'abord, naturellement, je n'ai pas mangé le matin. C'est pour vous. Mais il faut quand même dire qu'avec Herman, ce n'est pas de la graisse, c'est du muscle pur. Mon visage. Avant de le dire... Patrick, vous profitez pour régler vos comptes avec moi. J'ai compris le message. Avant de le dire, il faut qu'il arrive au cabinet. Et ici, nous avons des appareils là pour avoir le taux de graisse corporelle, le taux d'eau, le taux de muscle. Ok. D'accord. Il ne faut pas voir comme ça pour dire, ah, c'est des muscles. Donc, il y a un diagnostic que vous faites dès l'arrivée du patient. C'est un appareil, deux appareils interconnectés qui nous donnent le taux de graisse corporelle, le taux de muscle, le taux d'eau. Parce que là aussi, par exemple, les gens qui se mettent à boire souvent d'eau au goulot, c'est dangereux. C'est pas bon non plus. C'est pas gorgé. Donc pour boire de l'eau, il faut un verre. Pour boire, pas gorgé. D'accord. Et il ne faut pas attendre d'avoir soif avant de boire. C'est très important. Et ça fait partie des causes. Ça fait partie des causes de l'encombrement du côlon. Quand vous ne buvez pas l'eau de la bonne manière, ce n'est pas besoin beaucoup d'eau. Il y en a qui prennent beaucoup d'eau le matin pour forcer les choses. C'est vrai. Mais pour que les cellules soient bien nourries, il faut boire par l'eau. Vous êtes là, vous déposez. Il ne faut pas oublier de manger, de boire. Et c'est bien qu'il y a même une application sur les appareils. Et quand vous mettez l'heure sonne,
pour vous rappeler qu'il faut boire de l'eau. D'accord. C'est très important. Donc, c'est parce qu'on a dit, à tel âge, il faut prendre 3 litres d'eau par jour, qu'il faut finir 3 litres d'eau par jour, forcément. Et il faut le faire avant c'est-à-dire que... nous avons 50 000 milliards de bactéries dans le côlon. Dans le côlon. 50 000 milliards. Et elles ne sont pas toutes bonnes. Ok. Dans le côlon, il y a tant de choses. Les cellules mortes. Mais par où vous voulez qu'elles passent? Les cellules mortes, les gaz, les sales eaux, les matières fécales. C'est vrai. Mais il faut bien les faire sortir, mais elles ne sortent pas. Il faut bien les évacuer. Oui, il faut bien évacuer. Tant de vies nous avons sauvées au Kabylie. Non, ça c'est clair. Et les témoignages sont là. Oui, on a eu. Ce reportage-là est quand même un peu vieux. Mais il y a des cas. Oui. Des cas, on en a vu. Et juste après la séance, là, mais. Je dis, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oui. Aucun médicament. Juste le temps de côlon. Et vous confirmez que c'est le même effet chez l'enfant aussi? Oui, l'enfant. Une satisfaction. L'enfant, par exemple, de 6 ans. J'ai eu un enfant d'une autorité qui ne peut plus suivre à l'école. On lui a fait toutes les analyses. Pas fini, ils ont dit que c'est une masse, la campagne. Une masse. Mais il a fallu qu'il amène, qu'il apprenne qu'il faisait ça. L'enfant, aujourd'hui, a repris les cours et tout va bien. Wow. 8 ans, elle avait. Elle ne peut plus suivre. Donc, les mauvaises alimentations, dès la base, comme disait l'enfant. D'accord. Mais nous ne proposons pas des trucs à boire, que ce soit tisane ou bien sûr. C'est plutôt là où on peut parler d'effets secondaires, de détériorer la flore intestinale. D'accord. Ici, non, c'est l'eau qui ramollit les matières fécales et la matière fécale est décapée. Et vous le voyez sortir. Maintenant, pour ceux-là qui n'ont peut-être pas assez, parce qu'on le veuille ou pas, il y a certainement un coût, ce n'est pas gratuit. Bien sûr. Pour ceux-là qui n'ont pas assez à une technique pareille, quel comportement adopter pour préserver son côlon? Tout d'abord, il faudrait savoir aller à la selle. Les cuvettes qu'on nous a proposées là, les trucs modèles là, non. L'angle ano-rectal est fermé quand on est assis là. Ah oui, c'est un sujet que je... C'est pas la bonne position en fait. Du tout. C'est pourquoi nos anciennes toilettes, ce qu'on trouvait dans les WC turcs. Tout à fait. C'est pourquoi on avait aussi la clé de réception. C'est pourquoi on demande que les gens mettent un tabouret devant pour y déposer les pieds. Ou bien se baisser un peu afin que les cuisses appuient sur l'abdomen et l'angle ano-rectal s'ouvre comme ça pour faire sortir. Mais quand vous êtes assis comme ça là, c'est fermé. C'est fermé là. Alors, et ça peut être également une source de difficulté pour évacuer. Tout à fait. Quand vous bloquez, dès que vous bloquez alors que l'envie est là, mais vous repoussez, vous envoyez ça loin. Dans le côlon, dans les poches. Mais que conseillez-vous à ceux-là? Parce que c'est partout maintenant. Tout le monde est sanitaire. Il faut réinventer les sanitaires. Qu'ils apprennent au moins à placer un tabouret devant eux pour soulever le pied. D'accord. Ou bien à se courber sur la cuvette. D'accord. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Le trône va changer de position. Parce que lorsque vous êtes au trône, vous êtes comme un roi sacré, sacré sur le trône tranquille. Parfois même vous avez votre téléphone, vous ne voyez pas le temps passer. Aïe. Est-ce que vous n'avez jamais devant? Il passe maximum 5 minutes. Le téléphone, c'est un roman à lire, à déguster. Vous êtes sérieux là? Chaque fois que vous mettez tout le temps aux toilettes pour vous dégager, il faut savoir que vous avez des problèmes. Parce que les selles doivent sortir. D'accord. Mais quand est-ce qu'il faut commencer par s'inquiéter très rapidement? Dès que vous avez des difficultés à trop pousser avant de sortir. Mais parce que quand c'est encombré la question là, mais les poussées vous donnent des hémorroïdes. Ah oui. Même quand ça va plus loin, le cancer est là. Parce que les cellules étouffent. Non, pas seulement du côlon. D'accord. Mais de tous les organes. Pour résumer, très rapidement, on m'a dit que le temps est terminé là. On est à la fin. Pour résumer, c'est intéressant. On n'a rien dit. Vraiment. On a quand même dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Ah, mais Patrick, il est très intéressé. Alors, très rapidement, pour terminer, pour conclure, professeur, que dire sur l'hydrothérapie du côlon en une phrase? Oui, c'est-à-dire manger moins. Mangez moins. Écoutez votre corps. D'accord. Et à moindre inconfort, posez-vous des questions.
D'accord. Est-ce que si les gens n'ont pas les moyens de venir se faire, ou bien de se faire dégager le colon quelque part, il faut qu'ils fassent le jeûne. Et même actuellement, c'est courant, hein, le jeûne intermittent. Le 16 août, là, c'est très bien. D'accord. Où on met l'organisme. Et puis, à un moment donné, je tiens à dire quelque chose. Très rapidement, oui. professeur. Lorsque le mucus reste trop longtemps là, il se durcit et bloque le passage des selles. Et vous avez très mal, et c'est une intervention chirurgicale qui intervient. Après laquelle, vous portez un sac de plastique toute votre vie. C'est vrai. Sans parler de l'occlusion intestinale. Mais c'est-à-dire, le danger qu'il y a dans cette affaire de colon encombré là, c'est trop. C'est dommage que le temps ne nous suffise pas pour en parler. Et pour terminer, il y a même l'épouse du témoin que nous avons eu dans le reportage, a dit que ça a même agi sur sa visibilité. Il ne voyait pas bien, mais après ça, il a commencé pas bien voir. D'accord, ça a ouvert... Non seulement la visibilité, il y a un lien entre le cerveau et le côlon. Un lien très étroit. Oui. C'est pourquoi ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les somnifères qu'il faut pour les et les laxatifs. Les problèmes mentaux là. Et les laxatifs. Voilà, les laxatifs. La papaye. Oui, bon, si ce sont les fruits, d'accord, mais les médicaments. Mais ça passe sur le dos de matière. C'est ça. Ça ne fait pas décaler. D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ce que moi j'ai retenu, on mange beaucoup. Ah oui, et puis ça, bon, ça fait le lien à tous les problèmes, quoi. Mangez moins. Le jeûne intermittent, il a précisé, il le faut maintenant boire beaucoup d'eau à longueur de journée. Parfois, si possible, je dirais, il faut régler même son alarme pour qu'on se rappelle qu'il faut boire de l'eau. Mais éviter de prendre l'eau au boulot. Attendre une soif intense et puis on boit une bonne gorgée et puis ça fait encore. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce sera tout pour Instant Santé de ce jour. Merci, heureuse. Franchement, je pense qu'on en a beaucoup appris aujourd'hui. On dirait que Patrick est touché. Très touché, Patrick. Il a perdu même son Patrick n'est pas sorti, il n'est pas sorti indemne de la chronique. Non, pas du tout. On a l'impression que c'est orienté, c'est dirigé comme... Il faut qu'on revoie le professeur. Patrick, vous allez prendre... Patrick, vous allez prendre... Une journée porte ouverte. Je veux bien proposer ça. Une journée porte ouverte et pourquoi pas une journée colon ouvert. Non, tout sauf colon ouvert. Merci à vous, heureuse. Vous restez avec moi. Merci, professeur. Vous passez une excellente journée du lundi. On n'hésitera pas à vous faire appel aux besoins pour évidemment continuer par en savoir davantage sur tout ceci. Allez, vous passez une excellente semaine de travail. On va retrouver à présent Patrick dans sa chronique. Il va nous parler de tous ces événements qui sont à la une ce 20 octobre. Patrick, tous les jours, nous sommes assaillis de statistiques économiques, que ce soit pour le chômage, la croissance, l'inflation ou même le réchauffement climatique. Et les statistiques sont omniprésentes, on va dire, dans notre vie, sans que bien souvent nous nous interrogions sur leur fiabilité, leur mode d'élaboration et leurs auteurs. Aujourd'hui, c'est le 20 octobre, journée mondiale de la statistique. On s'attarde sur ces chiffres qui nous gouverne. Mais avant d'y venir, il y a plein d'autres sujets que nous allons écumer parce que nous sommes le 20 octobre et le 20 octobre dans l'histoire, ça rappelle énormément de choses. Oui, vous avez déjà tout dit par rapport aux statistiques. Je ne vais plus rien dire par rapport. Vous avez bien planté le décor. Alors, le 20 octobre 1803, on commence déjà par 1803, ce n'est pas l'année à côté. 1803, le Sénat américain ratifie l'achat de la Louisiane. La Louisiane, c'est devenu une grande entité des États-Unis d'Amérique. C'était d'abord sous la coupole de la France. La France, avec Bonaparte, Napoléon,
a vendu le territoire de la Louisiane aux États-Unis par un traité signé un 30 avril de la même année 1803. Mais c'est le 20 octobre que le Sénat américain, je ne dis pas la Sénat, c'est pas Sénat, c'est le Sénat, S-E accent aigu N-A-T. Donc le Sénat américain a ratifié cette vente. Et pourquoi il y a eu vente d'une, je dirais, d'une entité qui est un État? Pourquoi la France a vendu? Parce que Napoléon Bonaparte avait besoin d'argent pour ses guerres. Il a engagé des guerres un peu partout à travers l'Europe. Il avait besoin d'argent. Et les États-Unis, qui se constituaient déjà en grands États, avaient beaucoup d'argent à lui fournir. Donc il a vendu un État, la Louisiane, qui continue d'être un État où on continue de parler français. Donc la Louisiane a été vendue aux États-Unis d'Amérique. Alors, à combien? Oui, merci. À combien? Je vois, ça fait 15 millions de dollars, environ 80 millions de francs par franc CFA. En ce temps-là. 15 millions de dollars. Bon, on a vendu un État. C'est débile. D'accord. C'est votre histoire. Bon, ça a permis aux États-Unis d'augmenter leur taille. Parce qu'ils ont augmenté leur taille d'environ 2 millions de kilomètres carrés. Wow. Vous imaginez? Oui. Donc, c'est quand même un grand État qui a été acquis par les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est en 1803. Plus proche de nous maintenant? Oui, pardon? Plus proche de nous maintenant? Oui, plus proche de nous. 1964. En 1964, Herbert Hoover. C'est pas aussi proche. Qui est né ici en 1964? Non. Patrick, un peu plus après. Oui, un peu plus après. Oui. Bon, je ne voudrais pas dire 3 ans après. Mais bon. Vous l'avez dit. Si les papiers, c'est 6 ans après. Vous êtes René? Je ne sais pas de quoi on fait comme ça, on n'a rien entendu. Ça se passe de commentaires. Vous n'avez rien entendu. Mesdames, ça se passe de commentaires. Alors, 31e président des États-Unis. On est resté aux États-Unis pour 1964. Et le 31e président des États-Unis est parti de Via Trepa le 20 octobre 1964. Il s'appelle Herbert Hoover. Il est mort à l'âge de 90 ans, donc c'était pas un âge canonique. Oui. Alors, 1967, disons quelques années après, Roger Patterson filme les célèbres images de Bigfoot. Vous savez ce que c'est le Bigfoot? Non. Le Bigfoot, c'est l'image de grands pieds. Et on a imaginé qu'il y a un être qui a une taille énorme, décrit comme une créature bipède et velue, errant dans les forêts, avec un visage qui ressemble à un visage humain, entre l'humain et le singe, donc humanoïde et simiesque. Et Bigfoot aurait une taille comprise entre 2,30 mètres et 2,74 mètres et 3 mètres. Et c'est un animal ou un être qui serait caché dans les forêts et qu'on voit de temps à autre apparaître. La science a fait tous les efforts pour pouvoir récupérer un Bigfoot. On a eu beaucoup de films là-dessus, mais on n'est pas encore très sûr qu'il y ait un Bigfoot, effectivement. Mais c'est en 1967 que le 20 octobre, on a filmé les images d'un certain Bigfoot. Alors, 2002, un peu plus proche. Très proche de nous. Oui, très proche. Il y a l'ouverture de Pipeline. 2002, on sait au moins que tout le monde ici est dernier. Oui. Bon, même si moi, je suis né en 2008. Oui. Bon, ok. J'ai 16 ans. On dirait que c'est le géant que vous cherchez, le Bigfoot. Alors, je disais, en 2002, il y a eu l'ouverture du pipeline le plus profond. Le plus profond, je ne voudrais pas vous donner la profondeur, parce que ça me rappelle trop de choses quand on parle de profondeur. Et c'est une jeune fille. Au colon? Non, pas au colon, mais c'est une jeune fille qui est venue à la piscine pour la première fois et elle s'est assise et comme elle est gênée, elle est en tenue en bikini, elle a pris une
pancarte qui est posée au bord de la piscine, elle a mis devant elle pour cacher, disons, ses parties intimes parce que... et tout le monde jette un coup d'œil et tout le monde éclate de rire. Le message sur la pancarte. Le message a mis profondeur 2 mètres. Bon, et quand elle a pu constater profondeur 2 mètres, elle a changé. Et l'autre côté, mais réservé uniquement aux hommes. Patrick et ses histoires. Patrick, parlez-nous plutôt de la suite. Bon, alors la suite. 2011, c'est une suite qui n'est pas... Qui est moins gaie. Je vois ça déjà venir. En 2011, il est parti, Muammar el-Kadhafi. Muammar el-Kadhafi est le plus panafricaniste des présidents, entre griffes, le plus en son temps, l'un des plus panafricanistes. On ne va pas citer tous les autres qui sont partis un peu avant lui, ou bien longtemps avant lui, oui, bien longtemps avant lui. Alors, Kadhafi, il est panafricaniste, il est panarabiste, c'est-à-dire qu'il voulait des nations arabes bien unies, oui. Et des nations africaines unies en un seul corps. Mais c'était un être exceptionnel et il est parti assassiné le 20 octobre 2011. Je vous souffle qu'il y a 8 jours, celui qui a participé, celui qui aurait participé à tout ce qui a conduit à sa mort. Il y a eu une décision internationale donc, qui a abouti justement à un assaut contre l'ancien président libyen. Finalement, on sait ce que ça a donné. On sait que la France, les États-Unis se sont rendus complices, évidemment, de cette destitution, on va dire ainsi, qui s'est achevée finalement en assassinat du président libyen. Alors, il y a 8 jours, il y a Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui depuis plusieurs mois déjà fait face à la justice en raison d'une affaire de financement de sa campagne de 2007 par la Libye. Ça l'a conduit finalement dans des démêlés judiciaires. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy va devoir séjourner en prison, à la prison de la Santé. Contre son gré. Donc, depuis 8 jours, il est en prison. Et le samedi dernier, on a libéré un des fils de Kadhafi qui avait été emprisonné. Donc voilà, Kadhafi. Mais il y a un petit extrait que je voudrais faire suivre si la régie est prête à nous le faire passer cet extrait. On va poursuivre, Patrick, parce que justement, il n'y a pas d'extrait, Kadhafi l'a bouffé. Il l'a emporté avec lui. Kadhafi a emporté l'extrait avec lui. Bon, ok. Alors, on va poursuivre. Et on saute du 20 octobre à ce 20 octobre. Aujourd'hui, aujourd'hui, on y est. Oui, 20 octobre. De 1804 à 2025. Enfin, maintenant, les choses de notre temps. Oui, n'est-ce pas? Pour les choses de notre temps, ce 20 octobre, nous recevons une personne qui n'est pas née le 20 octobre, mais qui se présente ici pour nous parler de quelque chose qui va se passer. Non pas le 20 octobre, mais un peu plus tard. Et cette personne, aujourd'hui, est en train de fêter ses 25 ans de carrière. D'accord. Oui. On a la grâce d'avoir Grâce avec nous. Gracieuse Grâce, il fait pour le nom de scène, où elle est dans le théâtre, elle est dans la comédie, disons, des films, elle est dans le cinéma, donc Grâce, bonjour. Chers frères et sœurs en Christ sur le plateau, bonjour. Bonjour. Ouais, vous avez la révérende Maman Grâce fait devant vous. Amen. On reçoit. Est-ce que le tournage a commencé ou bien c'est... Non, c'est la Miss des 25 ans de carrière qui est là. On vous souhaite déjà joyeux anniversaire. Merci beaucoup. 25 ans de scène, c'est 25 pas ans peu, de scène. Non, c'est pas peu, c'est pas long. Octobre, c'est encore mon mois. Donc, oui. Après le 25 octobre, le jour de l'événement, 2 jours après, c'est mon anniversaire. Ah, d'accord. Un mois, beaucoup de sens. Donc, je viens de commencer ma semaine sainte comme ça. Pour la finir quand...
le dimanche. Non, le lundi prochain. C'est le lundi prochain, l'année. Oui. Non, le lundi de grâce. Oui. Le lundi de grâce. Donc, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre grâce. Ils ne sont pas d'accord. Mais là, je suis épaté. N'est-ce pas? Je suis entré déjà de plein pied dans... Franchement. Oui, tu voulais que je laisse un pied là-bas? Je ne suis pas handicapée. D'accord. OK. Donc, il y aura un one-woman show. Exactement. Il y aura un one-woman show pour la célébration de mes 25 octobre et de mes 25 ans de carrière. Parce que j'ai entendu tout à l'heure que affaire de colon, quand on fait porte ouverte, on peut faire porte ouverte. Mais moi, comme je suis artiste, pour mes 25 ans, c'est spectacle que je peux faire. Spectacle ouvert. Il n'y a que les vendeurs de piment qui peuvent aussi faire porte ouverte. Donc, non, parce que je l'ai demandé. J'ai demandé conseil aux vendeurs de piment. Ouais, j'ai fait un tour à Djonké pour leur dire de m'aider. Qu'est-ce que je peux offrir à mes fans, mes admirateurs pour mes 25 ans de carrière? Moi, je sais déjà, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir? Ils ont dit qu'ils vont faire une journée porte ouverte. Merci, Vivi Gouagoubo. Taki Vivi, mais ça ne passe pas. Ah ben dis donc. Il s'agit d'un bon piment. Oui, un bon piment. Le piment, c'est porte ouverte. C'est un piment qui est doux, en fait. Il y a une journée porte ouverte. C'est quoi? Il est concerné. Je ne suis pas intéressé. Il est concerné. Pour moi, c'est vraiment fou. Mais Ninois est terrible. Oui, non, elle me livre aux téléspectateurs. Non, je vous vois juste une information. D'accord. Information. Vous êtes son attaché de presse? Son assistante. Ah, d'accord. Alors, vous serez donc en One Woman Show le 25 octobre prochain. Le 25 octobre, je serai en One Woman Show. One Woman Show, c'est un spectacle d'humour. J'étais bien reconnue comme artiste, comédienne, cinéaste, mais depuis 5-6 ans, je me suis convertie en humour. L'humour où il y a très peu de femmes. Et de surcroît, une ancienne génération, je suis presque la seule dedans au Bénin. Oui, ancienne génération, ça c'est vrai. Se convertir en humour, c'est pas facile. C'est le milieu des jeunes, au fait. Donc, étant coach, je sais qu'à tout bout de champ, il faut télécharger la nouvelle version des choses. Donc, j'ai travaillé pour en arriver là. Et à l'occasion de mes 25 ans de carrière, j'ai décidé de faire mon premier spectacle, One Woman Show, mon spectacle d'humour. Ce sera un spectacle de combien de temps? D'1 heure, 2 heures? Je dois tenir la scène seule pendant 1 heure. Pendant 1 heure? Wow. C'est ça, le stand-up, le move, c'est ça ce que nous voyons souvent. J'ai représenté le Bénin par rapport à ça l'année passée sur Dikoko, Montreux. Et pendant 1 heure, il y aura... Quelles sont les thématiques qui seront abordées? Pendant 1 heure, est-ce que je vais dévoiler les thématiques? Donnez-nous un avant-goût, oui. Cher Tata. Quand un homme voudra, pourquoi vous voulez savoir s'il a déjà une copine? Pour ne pas aller me faire taper là-bas. Vous avez déjà vu un homme marcher pieds nus pour aller acheter une nouvelle chaussure? Jamais. Mais parfois, la chaussure se casse en chemin et donc on a oublié de se débarrasser. Bon, de toute façon, un homme normal, bien élégant comme vous l'aimez, bien stylé comme vous l'aimez aujourd'hui là, doit avoir plusieurs types de chaussures à son actif. Les Sebago, les Santiago, les Frigo, les Marigo. Tout ce qui est go. Tous les go. Comme ça, il a une go. Oui, il a une go. Qui sont attendus pour ce spectacle? Et vous voulez parler des artistes ou bien de la population? La population, oui. La population, je ne pourrais pas parler ciblée parce que j'ai commencé depuis plus de 25 ans. Le peuple béninois m'a suivi pendant 25 ans. Pourquoi je me prépare cet hommage à moi-même? Parce que nous sommes experts à célébrer la disparition. Nous ne savons pas témoigner aux gens ce qu'ils ont été pour nous de leur vivant. Oui, grâce, tu as fait mon enfance. À cause de toi, j'ai donné ton nom à ma fille. Oui, je ris beaucoup. J'ai appris la langue française à cause de toi. C'est le moment de me donner le retour. Je n'aime pas les hommages après départ. Les hommages posthumes. Oui, c'est de l'hypocrisie pure. C'est pour sentir la chaleur des Béninois. C'est pour avoir un retour de ce que j'ai fait pendant les 25 ans. C'est pour cela que j'organise ceci. Donc, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Même ceux-là qui ne vous connaissent pas en tant que telle, la jeunesse d'aujourd'hui? Malheureusement ou heureusement, Dieu a fait grâce que je suis comme... La jeunesse d'aujourd'hui me connaît. La preuve, je vous ai dit, je me suis convertie dans le monde. Donc même les enfants me reconnaissent. J'ai eu la chance de garder
et ma célébrité juste là. Alors justement, on vous a connu beaucoup avec la compagnie Semako. C'est mon autocollant, c'est mon autocollant. La compagnie Semako Wabaro, avec laquelle vous avez réalisé beaucoup de films humoristiques. Justement, comment s'est opérée la mutation, d'accord, entre cette posture dans laquelle vous étiez à celle dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, qui est celle d'humoriste? On s'imagine que c'est bien plus difficile de tenir un one-woman show. Et je rends déjà un hommage à cette compagnie qui m'a révélé à la population béninoise, parce que sans la compagnie Semako Wabaro, je ne serais pas sur ce plateau ici aujourd'hui en train de dire que je vais faire les 25 ans de carrière. C'est grâce à eux que vous m'avez découvert. Donc, comme vous venez de le dire, ce n'est pas du tout facile de faire cette transaction, de quitter la comédie, le sketch, le théâtre, les films et se convertir en humour. L'humour, c'est plus difficile parce qu'il faut tenir la scène seul. Il faut jouer seul. Et au même moment, il faut faire rire. D'accord. Tu joues, tu fais rire, c'est ça? Oui. Oui, en moins de 2 minutes, on doit pouvoir être en train de rire. On ne peut pas dormir pendant 5 minutes. C'est vraiment plus délicat même que être comédien, être dans une compagnie. Ça c'est plus facile, on n'a même pas besoin de rire. Vous pouvez faire 15 minutes, 20 minutes, là, on ne rit pas, personne ne vous accuse. Mais quand vous faites 5 minutes, si la scène d'humour et qu'on ne rit pas, au fait, c'est vous-même qui vous accusez. N'est-ce pas? Oui, personne ne vous accuse, mais vous-même vous accusez. Donc ça a été difficile, mais comme il faut s'actualiser dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, il faut s'adapter au nouveau contexte. Avant, on nous vendait de l'eau dans les plastiques. Aujourd'hui, les piawata sont venus et autres. Il faut s'adapter, donc je me suis adaptée pour toujours continuer l'une des missions pour lesquelles je suis née. Oui. Alors, on va essayer de suivre un extrait ou quelques extraits. Avec Assofon et tout le reste. D'accord. Allez, donc tu la connais. Ah oui. On va essayer de rire un peu pour détendre. Pourquoi pas? On rit. Il ne conçoit pas ça. Et il y a de cela 7 mois, j'allais au moulin. Tu es fier, mais on lit seulement des filles. J'ai appris par la voie, là où il y a la brousse derrière là. Ah oui, mais son moment. Je ne savais pas comment Constantin a fait. Il me guettait. Donc il s'est caché dans la brousse là. Et il me regardait. J'allais seulement, il a mis son pied sur la voie. Il m'a fait tomber. Et lorsque je suis tombée seulement, il m'a déshabillée. Et c'est là qu'il a couché avec. Oui, oncle. S'il te plaît, viens. Oncle. Tu sais que tu es la Benjamin de la famille. Hein? Viens. S'il te plaît, oncle, faut pas te déranger parce que si c'est ce que tu as dit aux autres là, je ne veux pas écouter. Tu me vois petite que je suis là depuis 8 mois, je n'ai plus goûté à ce truc dans cette maison. Et je suis malade tous les jours. Et aujourd'hui maintenant, je vais laisser ma chance passer. Je ne vais jamais laisser. Écoutez-moi. Ça fait plus de 3 ans que l'autre n'a pas trouvé ça. Moi, ça fait 6 mois. Toi, tu as dit ça fait 6 mois. Oui. Moi, ça fait 8 mois. Donc, ça veut dire que c'est elle qui gagne tous les jours. C'est elle qui gagne tous les jours. Mais tout le monde et tu ne peux pas laisser ça pour aujourd'hui. Je ne peux pas laisser, je suis malade. C'est mon remède, moi. Donc, c'est ton remède. C'est mon remède, je suis dans le besoin. Si tu tombes malade, c'est ton remède, ça. J'ai pris beaucoup de médicaments déjà. Ça, je ne peux pas laisser. Attends. Prudence, attends, je vais te dire une seule chose. Qu'est-ce que tu me dis comme ça? Attends, je vais te parler. Tu sais, ma soeur, aller au resto à midi, et là, il buvait mes badanou. Il faut laisser ça, il faut te décider maintenant. Oh, arrête. Attends, écoute-moi. Bon, écoute-moi, non, Prudence, écoute-moi d'abord. Si tu veux te marier, il faut te marier à un seul homme. Les hommes d'aujourd'hui, là, ils ont tous des femmes à la maison. Ils vont te tromper, tu vas les suivre. Tous... Papa, tu es né vers 1906 au village de Rangladou. Maman, vous recommencez. Ne puis-je donc pas avoir une minute de paix dans cette maison? Aucune. Tu ferais mieux de fuir quitter cette maison avant que malheur ne t'arrive. Femme stérile. Maman, James et moi, nous sommes unis pour le meilleur et le pire. Et pour cela, vous n'y pouvez rien. Oui, maman. Hein? Oui, personne ne m'a jamais parlé.
Myriam. Pour les hommes, je te vois venir. Non, faut pas dire ça. Simplement, je ne vais jamais enlever. Je vais m'installer maintenant chez toi plus que jamais. Tu vas enlever ça. Tu parles de qui? Non, parions. Oui, je vais. Non, parions. Sinon, je ne suis plus l'auteur. Je ne suis plus l'auteur. Tu es l'auteur. Je ne suis plus l'auteur. Tu es l'auteur. Bang, bang, bang. Toi, tu es l'auteur attaché même. Moi, c'est plus. Toi, tu es l'auteur. Moi, c'est. Enlève ça, moi. Enlevez quoi? Enlevez quoi? Qu'est-ce que ça fait plaisir de Franchement, revoir ces images. Franchement, à Sofou surtout, hein, et j'ai compris hein, à travers toutes ces vidéos qu'elle n'a pas changé. Grâce n'a pas changé. Ouais, elle n'a pas pris une seule ride. Elle n'a pas pris de ride. Non, c'est une demande que j'ai faite depuis là-bas. Tu vois. Ouais, c'est toujours. Alors, Grâce, avant de boucler ce plateau, ce sera, on rappelle le rendez-vous, c'est le 25. C'est le 25 octobre à 17h à Canal Olympia. Venez surtout à l'heure. Je ne serai pas seule. Il y a plusieurs artistes qui vont m'accompagner, comme Anna Fambo et Jean-Louis Kedaïn, et Babosa, le général Babosa, FIFA de Dieu, le groupe Toforji. Et pour avoir fait mes 25 ans, je tiens la main à une jeune fille que je sors le jour-là, une fille de 14 ans, sur la scène de l'humour que j'appelle mon Vaudou Yoyo. Très bien. Allez, merci beaucoup. Grâce. Venez découvrir Vaudou Yoyo. Ah ouais. Pat, merci. Oui. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Oui, demain, par la grâce de Dieu. Avec le même plaisir. Avec la même grâce de Dieu. N'est-ce pas? Même si on ne sera plus avec grâce, non. Aïla, on sera quand même là avec grâce. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est une excellente journée du lundi. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour Merci aller à moi prendre le aussi. petit déjeuner, même si on nous a demandé de manger moins. Ah bon, moi, ce n'est pas un souci. On a bien précisé, j'en ai besoin. Amandine, vous restez avec Mais moi. riez beaucoup. Mangez moins, riez beaucoup. Il vaut mieux traiter de rire que de larmes. Parce que le Priez rire est le ensemble propre pour de les l'homme. siècles des siècles. Amen. Allez, tout en rire, on installe la dernière chronique de cette émission, c'est Béni en mouvement. Ils ont le tambour dans le sang, la tradition au bout des doigts et l'énergie contagieuse d'une jeunesse qui se nourrit de la sève de ses racines. Eux, ce sont les pépitards, plusieurs enfants, des adolescents venus d'Adiara, la célèbre cité des tambours porteurs de l'âme du Bénin. De la France aux Pays-Bas, en passant par l'Allemagne jusqu'à Osaka au Japon pour représenter le Bénin à l'Expo universelle 2025. Ils font rayonner notre culture partout où ils passent. Et ce matin, c'est dans Bonjour le Bénin qu'ils posent leur valise à travers la voix de leur directeur artistique, Amandine. On est ce matin dans la cour d'Adiara qui s'installe ici sur Bonjour le Bénin. Bonjour le Bénin, oui, Madame Megan, bon, vous avez déjà tout dit, comme, bon, je le répète, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous parlons du groupe Pépitar ce matin, c'est un groupe de jeunes artistes, ils offrent du beau, ils offrent du bon au public qui en redemande souvent. Et nous recevons justement Michel Noudogbessi, il est le directeur artistique des Pépitards. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes avec deux représentants d'une délégation guadeloupéenne. On a monsieur Teddy Pellissier, il est créateur du groupe Percussion Nouvelle Génération. Nouvelle Génération K, bonjour. Oui, et pourquoi Nouvelle Génération? Génération, c'est J-E-N-E-R-A-S-Y-O-N. C'est en langue créole. Ok, c'est en langue créole. Oui, c'est langue créole, Nouvelle Génération K. Et le K, c'est l'instrument que nous utilisons pour faire passer nos peines et nos joies. Voilà. Et à côté de moi, j'ai M. Aguessi Ramsès. Lui, il est le président de l'association Minaleko. Exactement. Merci beaucoup. L'association Minaleko, c'est... Alors, l'association Minaleko a été créée pour permettre un pont entre les Antilles et le Bénin par la voie et la sphère touristique. Vous êtes béninois, mais vous vivez en Guadeloupe. Il faut le préciser, c'est vous qui faites le pont entre Nouvelle Génération et puis les Pépitards. Tout à fait. Monsieur Noudogbessi, dites-nous déjà, les Pépitards, c'est ce groupe talentueux qui fait parler de lui-même
au-delà des frontières, et ce, grâce aux fruits d'un travail acharné. Et dernièrement, la troupe était à Osaka dans le cadre de l'Expo universelle 2025. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur un événement aussi important? Merci beaucoup. Et je voudrais préciser à l'entame que l'Expo universelle 2025 n'est pas la première expo où Pepita a presté. Nous étions à Dubaï il y a quelques années. Et voilà, ça fait plaisir. C'est vraiment c'est quand même très beau de se retrouver sur deux expos quand c'est que les expos se tiennent tous les 4 ans. Et pour une jeune troupe comme la nôtre, voilà, c'est un rêve que les enfants vivent actuellement avec ces performances à travers le monde. Et vous l'avez dit, les Pépitas, c'est une jeune troupe. On retrouve les jeunes de quelle tranche d'âge et comment on intègre votre groupe? Oui, Pépita, au début, on le faisait, on prenait les enfants entre 10 et 18 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes descendus à 3 ans. Wow. Parce que déjà à 3 ans, l'enfant peut s'exprimer. Le tambour pour l'enfant, c'est un peu l'instrument, son premier jouet où il ressent ses pulsations, c'est-à-dire il joue dessus et puis ça résonne. C'est comme voilà, un accomplissement pour la jeune enfance. Donc nous avons constaté que ces petits enfants qui accompagnent souvent leur grand frère de 10 ans, quand ils viennent, ils ont l'envie et ils ont la détermination, ils ont envie de faire bouger quelque chose, de changer quelque chose. C'est presque la première grande réalisation. Oui. Entendre le son qui vient d'eux. Voilà, c'est comme le battement de leur cœur. Donc aujourd'hui, Pepita nous compte environ 212 enfants et répartis en 3 classes de percussion. Et donc nous sommes aller au-delà de la simple existence d'une troupe. Donc nous sommes devenus une grande académie de formation pour ces enfants. Et voilà. Et tous les Béninois peuvent intégrer, oui. Ça, c'est pas réservé à une région? Non, même pas du tout, pas du tout. Les enfants viennent d'un peu partout, de Calavi, de Cotonou, des communes environnantes, et voilà. Et ils sont là 2 fois par semaine. Et pendant la période scolaire. Et bon, c'est leur maison. C'est une autre rentrée là-bas quand nous sommes en vacances ou en congé. Monsieur Pellissier, comment avez-vous découvert la troupe Pepita? Mais nous nous sommes rencontrés parce que Pepita est venu en Guadeloupe. Et donc, ils sont venus dans notre école, parce que nous avons aussi une école de percussion, de danse et de langue créole. Et tout de suite, il y a eu un mariage qui s'est fait entre les 2 groupes d'enfants. Et je m'en souviens encore parce que ça m'a donné des frissons, de voir les enfants, tout de suite, on se sont acceptés. Et on a fait plusieurs rencontres, plusieurs spectacles. Et moi, je me suis dit, si Pepita est venu en Guadeloupe chez nous, il faut qu'on soit capable de venir au Bénin également. Exactement. Et on est très content parce que c'est pour nous très important, parce que c'est le chemin inverse que nous faisons, parce que nos ancêtres sont partis de là et on a été dispatchés dans le monde. Et bien là, on fait le retour aux sources. Et quand on parle de nouvelle génération, est-ce que c'est une troupe de jeunes également ou bien c'est un mélange? Ah non, c'est que des jeunes, hein, à partir de 6 ans. Okay. Et quand ils ont 18 ans, ben, on passe dans le groupe des grands. Donc, puisque nous avons plusieurs groupes, hein, groupes de femmes, donc, on est arrivé hier, c'était vraiment magnifique. On a été reçus magistralement par Pepita. Et on a prévu plusieurs masterclass, on a prévu plusieurs concerts. Et on est heureux d'être là en notre nom, mais aussi au nom de nos ancêtres. On a dit, Pepita, ils font du beau, les jeunes là, ils font du bon. On va suivre un peu leurs prestations à Osaka, si la régie est prête, bien sûr.
Voilà, on ne s'ennuie pas du tout avec le groupe Pepita. Monsieur Ramsas, tout ce que vous venez de voir, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, ça m'inspire beaucoup de fierté parce qu'en tant qu'Africain, voir ces jeunes enfants sortir de loin et conquérir le monde, parce que venir d'Adjara et des environs et aller partout comme ils le font, donc c'est un espoir pour notre jeunesse béninoise africaine. Dès que nous prenons un chemin, une voie, dans peu importe le tourisme, l'art, les affaires, et que nous sommes à fond dedans et que nous faisons avec cœur, conviction, et que nous travaillons, ça donne ce que font les Pépitas. Donc c'est vraiment un fleuron du Bénin, comme j'aime à le dire, et c'est une fierté, je pense, nationale et africaine. Alors, votre séjour actuellement au Bénin sera rythmé par quoi? Oui, par les tambours, ça on le sait déjà, mais précisément quoi? Nous avons un volet touristique. Donc là, par exemple, nous serons à Ganvié dans 1 heure de temps pour visiter Ganvié. Demain, on a une journée à Cotonou. Donc effectivement, on a pas mal de tourisme. Et durant les 13 jours, parce qu'ils font 13 jours et 12 nuits, donc on a prévu beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres. Mais bien sûr, le noyau de cette visite, c'est le travail avec Pepita. Mais il y aura vraiment un volet culinaire, visite, touristique, travail, percussion. Donc, je pense qu'après les 13 jours, là, ils seront bien chargés. Monsieur Pellissier, vous êtes chez nous, mais on espère que vous vous sentez comme chez vous. Quand on a mis les pieds en sortant de l'avion, unanimement, on a dit on a l'impression qu'on est chez nous. C'est votre première fois au Bénin ou bien? C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Parce qu'on est vraiment bien et on se sent comme en Guadeloupe. Et spirituellement, ça nous apporte beaucoup aussi. Quand on revient, quand on fait le chemin inverse et qu'on pense aux souffrances de nos ancêtres, ça nous fait vraiment du bien. Donc on est vraiment content. On vous adopte, vous ne repartez plus? J'aimerais bien. On vous garde avec nous? J'aimerais bien, franchement, parce que c'est... alors, je viens de tester c'est le taxi-moto. Oui. Extra. Extra. Monsieur Ndekbessi, les Pépitas, au-delà de Osaka, vous avez quand même eu un été riche. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des pays que vous avez déjà parcouru ou sillonné? Oui, 2025 est une année exceptionnellement chargée pour Pepita. Et 2025 n'est pas encore terminé, donc il y a encore des possibilités que Pepita s'envole à nouveau avant, cette fois-ci, avant vous la me fin mettez de dans votre l'année. valise? Oui, nos problèmes. Et déjà en février, nous étions en Guadeloupe. Oui. Voilà, une tournée dans les Antilles, et ça a vraiment été une belle expérience, une belle expédition, avec les enfants béninois. Et qui m'ont demandé à un certain moment, mais ils ne savaient pas qu'il y avait aussi une Afrique de l'autre côté du monde. Voilà, parce que, comme il a dit, c'était comme si on était au Bénin. Voilà. Et c'était beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions que nous avons vécues là-bas. Et en juillet, août, je crois, nous étions en tournée européenne, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. Et après, il a eu Osaka. Et les perspectives de Pepita? Nos perspectives, c'est d'abord des perspectives de création. Et Pepita, c'est un dispositif au cœur de l'éducation de l'enfant. Donc Pepita n'est pas que la percussion. Donc il y a
nous prenons en compte leur éducation, leur scolarisation. Donc actuellement, vous savez, c'est déjà la rentrée. Et il y a un suivi qui se fait aussi à ce niveau. Nous sommes un peu au ralenti côté création. Et Pépita, ça va être aussi, et surtout les perspectives artistiques. Oui, nous avons des créations à faire, nous avons des voyages en vue, pendant les congés bien sûr, pendant les vacances. Et nous avons surtout NJK qui est là actuellement, ses enfants. C'est un peu comme Pépita, il y a beaucoup de similitudes entre nous. Et c'est ça qui nous a fait faire ce pas. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, M. Ndegbessi, M. Pellissier. Merci. Et bon séjour au Bénin. M. Agazibo, vous êtes chez vous. Donc, bon, je vous souhaite un bon séjour également. Merci beaucoup. Amen Amega. Il faut dire que les pépitas, c'est des talents à l'état pur qu'il faut valoriser et promouvoir. Des talents qui vendent quand même bien la destination Bénin. Et on peut en être fier. Absolument, je peux vous rassurer, je les ai vus jouer sur scène à Osaka. Je peux vous dire que c'était magnifique, c'était incroyable. Tout le monde était limite, voulait les toucher pour s'assurer que c'était des êtres humains normaux, parce qu'ils ne comprenaient pas comment on peut jouer les tambours avec autant de perfection. Mais la question que j'ai envie de poser à mon ami Michel, c'est de savoir comment est-ce que vous embarquez tous ces tambours dans l'avion, parce que vous avez de grosses valises. Chaque fois quand vous déchargez, on dirait que c'est un conteneur qui vient tout chercher là. Ah ouais. Là derrière, ce que vous voyez, d'habitude, il y a un grand travail qui se fait. J'en profite pour remercier l'équipe d'encadrement, pour remercier notre président, le colonel-major Théoï Gradieu-Donné, pour l'accompagnement et parce que c'est pas du tout facile. Nous bougeons. Il n'y a pas que les tambours, il y a aussi les enfants. C'est pas facile de voyager avec les enfants. C'est un peu plus facile de voyager avec les tambours qu'avec des enfants. Et ça, c'est bien pour finir cette émission. Merci Michel, merci à toutes et à tous. Et voilà qui va mettre un terme à la matinale Bonjour le Bénin de ce lundi 20 octobre 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de deux intrépides Amazones, l'une à la régie Christelle Savouan et l'autre derrière la caméra pour opérer la transition. Karamat Abata, toute l'équipe demain. Quand il sonnera très exactement 7h, 6 heures en temps universel, d'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon lundi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.